Alors, si vous êtes prêts, on va débuter. Alors, bienvenue à tout le monde qui est en ondes là, pour ce webinaire qui, selon mes sources, selon ce que j'ai vu d'un peu partout au Québec, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir à cette table ronde là, qui s'intitule le Concilier entrepreneuriat et études. Je me présente, Marc Privé, je suis enseignant, je ne peux pas dire étudiant, ça ne marche pas avec des cheveux gris. Je suis enseignant et personne ressource ici au Cégep de Chicoutimi, donc pour le Club entrepreneur. L'activité de ce midi, c'est sûr qu'il n'est pas rendu, c'est pas juste moi toute seule qui a fait ça. C'est rendu possible grâce à la collaboration de beaucoup de partenaires entrepreneuriaux ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense entre autres à Micro-Entreprendre, SR 02, La Ruche, Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'Université du Québec à Chicoutimi, le CEE-UQAC, le Collège d'Alma, le Cégep de Jonquière, puis bien entendu le Cégep de Chicoutimi aussi. Puis, sans compter aussi là, toute la collaboration qu'on a eue de la part des gens de l'ACEE du Québec et du personnel du service des communications ici là, pour toute la mise en place de tout ça. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas prendre plus de temps que ça. Je vous présente notre animatrice. Elle est étudiante ici en comptabilité et gestion au Cégep de Chicoutimi. Elle est présidente du Club entrepreneur étudiant du Cégep de Chicoutimi. L'an dernier, elle a été nommée personnalité de l'année en entrepreneuriat pour le Cégep. Alors, Elisabeth, je te laisse la parole, c'est à ton tour. Merci pour l'accueil, Marc. Bonjour tout le monde. Comme Marc a dit, je m'appelle Elisabeth Gagné. C'est moi aujourd'hui qui a eu la chance en fait d'animer ce webinaire-là avec nos 5 panélistes. Comment ça va se passer en fait? Je vais introduire nos panélistes, puis je vais leur demander en fait qu'ils nous parlent un peu de leur entreprise, en quoi ça consiste. Ils vont être largement mieux placés que moi pour expliquer leur entreprise. Donc, mon premier panéliste, il est président directeur général de l'entreprise SD Maintenance qui dessert toute la province de Québec en ménage commercial. Son parcours entrepreneurial est assez impressionnant. Il a débuté lorsqu'il avait 17 ans, ici même au Cégep de Chicoutimi. Je vous présente Sébastien Dallaire. Donc, Sébastien, j'aimerais que tu nous parles de ta compagnie. C'est combien de temps? Vas-y, comme tu le sens. Moi, je vais prendre 2-3 minutes, je vais essayer de faire ça vite. Oui, donc mon entreprise actuelle va fêter ses 2 ans en février prochain, donc 2021. C'est tout récent, c'est un domaine que je ne m'attendais pas pantoute à être, là, d'entretien ménager commercial. C'est loin d'être sexy, là, a priori. C'est pas, je n'aurais pas pu penser aller dans ce domaine-là au départ, mais bon, par l'entremise de plein d'expériences, je suis tombé là-dedans, je me suis rendu compte qu'il y avait une belle opportunité, qu'il y avait une place dans le marché qui n'était pas occupée. Puis la place dans le marché, essentiellement, c'est d'être capable de faire l'entretien ménager partout au Québec pour, par exemple, une grande entreprise. On donnait l'exemple comme Bell, qui est un de nos gros clients, Bell et Virgin Mobile, qui va, mettons, vouloir avoir une entreprise standardisée qui va faire l'entretien ménager de toutes leurs boutiques à travers le Québec. Mais ça, il n'y avait pas d'entreprise qui faisait ça, dans le sens que, oui, il y a des entreprises qui en font partout au Québec, mais mettons, ils vont prendre un centre d'achat, ils vont prendre un grand building gouvernemental, ça va être des contrats de plusieurs millions juste pour une place. Ils sont capables d'être partout au Québec, mais pour des gros contrats. Nous, ce qu'on voulait, c'est donner la possibilité de faire des fois 3 heures de ménage d'une nuit à Sherbrooke, Gatineau, Chicoutimi, peu importe on est où, on va te le faire. Et en ce moment, on réussit bien à le faire, même si ça fait que 2 ans, même pas 2 ans encore qu'on existe. Fait que notre créneau est vraiment là. Donc, nous, notre but, c'est de chercher la grande entreprise qui veut standardiser son service partout à travers la province. Puis, comment on fait ça rapidement? C'est qu'on a une culture organisationnelle bien différente. On tend vraiment, pour ceux qui connaissent peut-être ça de plus en plus, on tend vraiment vers l'autogouvernance dans l'entreprise libérée qui fait qu'on n'a pas une structure hiérarchisée, on est tous sur la même longueur d'onde. On est 3 gestionnaires. Quand je dis gestionnaire, c'est comme nous autres, c'est nous qui signons les contrats et qui recrutons, mais essentiellement, on n'est pas boss de personne. Fait que dans notre façon de fonctionner, les gens sont vraiment flexibles dans leur horaire, sont responsables à 100%. C'est tous des employés. By the way, ce n'est pas des franchisés ou des travailleurs autonomes, c'est des employés. C'est juste que notre culture est vraiment dans la confiance, dans l'ouverture. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous permet à 3 gestionnaires seulement d'être partout dans la province puis d'avoir plus de 50 employés parce qu'ils sont chacun vraiment responsables et en mesure de gérer eux-mêmes leur contrat. Notre objectif, finalement, là, pour finir la présentation, c'est un peu de... On copie un peu le modèle Uber, puis on peut être le Uber du ménage, mais sans avoir l'aspect de toi-même commander ton ménage. Tu peux pas être, on ne veut pas aller dans le résidentiel, on va être que commercial. C'est plus le côté opérationnel qui va ressembler à Uber. Et grâce à une application, tu aurais beau être au Manitoba ou au Texas, ben, tu pourrais être un employé de SD Maintenance, puis grâce à ton application, avoir toutes les informations de ton contrat, tes systèmes d'alarme, tes ça.
recevoir ton feedback de ton client puis t'assurer que le ménage est bien fait. Alors, nous, ça nous permettrait d'avoir des comptes avec des gros clients qui seraient partout en Amérique du Nord. Pour l'instant, on est très Québec, puis c'est bien correct comme ça, puis peut-être ça restera toujours comme ça, mais c'est ça notre vision, fait que ça nous permet de travailler en fonction de ça. Alors voilà, c'est ça, des maintenances rapidement. Tu dis en fait que tu ne t'attendais pas à te retrouver dans ce domaine-là. Ça a été quoi l'élément déclencheur qui t'a fait dire faut que je me lance dans le ménage industriel? Dans le fond, j'ai été pendant 5 ans dans les entreprises étudiantes de peinture. Moi, c'était qualité étudiant. Il y a peintre étudiant, il y a quelques autres. Puis la plupart des gens connaissent de nom, des fois des bonnes, des fois de mauvaises expériences. Là. Je suis bien au courant de ça, mais moi, ça a été une belle expérience. Quand je suis sorti comme coach, j'étais coach à la fin, donc je coachais des franchisés. J'ai été amené à avoir un contrat de consultation avec des anciens franchisés à moi qui étaient en entretien ménager commercial. Puis au départ, c'était juste pour les aider à être bons en business, en gestion. Puis finalement, j'ai été pogné dedans, puis je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des belles opportunités, que c'était un domaine où, malheureusement, les gestionnaires manquent de dents. C'est drôle à dire, mais quand tes gestionnaires manquent des dents, c'est parce qu'il manque de professionnalisme là-dedans. Là. Moi, ça, c'est un peu bizarre comme parallèle, mais dans le sens que c'était pas du monde vraiment, vraiment professionnel. Fait que quand on voit qu'on a une opportunité, ben là, je commençais à apprécier ça. Puis finalement, on s'est dissocié finalement parce qu'on ne s'entendait pas sur la vision. Moi, je voulais être partout au Québec parce qu'on venait de signer un client dans ce temps-là chez Chocolat Favori qui a arrêté à cause du COVID, mais on venait de signer chez Chocolat Favori, on avait une dizaine de succursales et eux, ils ne voulaient pas aller plus loin partout dans la province. Puis moi, j'ai dit, ben moi, je veux. Fait qu'ils m'ont laissé chez Chocolat Favori. Eux, ils ont gardé leur contrat, ça arrive ça de Montréal. Et moi, je suis parti de mon bar. Fait que ça a été ça, l'élément déclencheur. Wow, c'est vraiment super. Donc, fait que là, on va enchaîner avec notre deuxième panéliste. Il est propriétaire de C'est trop bon. C'est une entreprise qui est l'endroit par excellence pour combler votre dent sucrée. Il avoue avoir toujours eu la fibre entrepreneuriale et a démarré son entreprise il y a 10 ans. Puis il étudie présentement à l'UQAC. Donc, je vous présente Olivier Larouche. Olivier, si tu peux présenter ton entreprise. Oui, donc bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup pour l'invitation à faire partie de ce webinaire-là. C'est pas habituel de ma part de prendre parole dans des événements comme ça, mais écoute, chaud dedans, puis on va vivre l'expérience avec tous les autres panélistes que je salue aussi. Donc oui, mon entreprise, à la base, c'est vraiment principalement une remorque dans laquelle je vais dans les festivals, je me déplace dans les festivals dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, dans le fond, les produits qu'on offre, là, c'est principalement barbe à papa, popcorn, bonbons, slush et crème molle. Et puis, en fait, c'est ça, je fais ça depuis l'âge de 11 ans. Ça a commencé vraiment tout petit, dans un petit chapiteau, le 10 par 10 que j'avais acheté au Walmart avec des petites machines, le barbe à papa, popcorn, vraiment basic que j'avais acheté sur eBay là, avec de l'argent que j'avais amassé là, en faisant du marquage à l'aréna dans les parties de hockey la fin de semaine. Ensuite de ça, c'est sûr que ça a vraiment grossi plus vite que je m'attendais. Puis c'est sûr qu'en tant que jeune de 10-11 ans, quand il démarre son entreprise, c'est comme pas trop ce qu'il allait. Moi, j'avais vraiment la vision, puis il y a vraiment mes grands-parents qui ont embarqué avec moi là-dedans, vu qu'ils sont eux-mêmes, là, ils étaient vraiment eux-mêmes à leur compte, donc ils avaient la possibilité d'organiser leur horaire. Donc, ils ont vraiment pu s'occuper du côté comptabilité puis gestion de ces choses-là, parce que moi, à 10 ans, j'avais pas vraiment ça dans la tête, j'avais vraiment plus la vision, donc ça a évolué. Donc, la première année, deuxième année, on a été dans le gazebo, sauf que là, on sait que dans les festivals, il ne fait pas nécessairement tout le temps gros soleil, donc on avait souvent les deux pieds dans l'eau, souvent c'est des terrains en poussière de pierre, donc c'était pas nécessairement temps vraiment agréable et facile à pratiquer. Donc, l'année 2-3, je crois la troisième année, on a fait l'achat d'une remorque. Ensuite, on a installé l'équipement dans la remorque. Et puis, on a fait 2 ans comme ça, jusqu'à temps qu'on ajoute machine à slush, machine à crème molle, que là, ça nécessitait plus d'espace. Puis, on a changé la remorque encore une fois, donc la remorque qu'on a actuellement. Et puis, donc, depuis ce temps-là, on fait presque tous les festivals et les grands événements dans la région, là, qu'on parle du spectacle aérien de Bagotville, qu'on parle de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean ou même le festival du Cowboy de Chambord. Donc, on est quand même à large. Je dirais sûr que c'est pas une entreprise là, qui pratique vraiment toutes les fins de semaine du lundi au dimanche, mais en tout cas, ça a été ça pour les premières années, dans le fond, là, les 9-10 premières années de l'entreprise. Et puis, depuis le mois de juin, là, j'ai décidé de lancer le site internet ctrobon.ca. Puis là, on se concentre principalement sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean présentement là, pour des raisons de logistique puis de frais de transport aussi. Là. On sait que c'est quand même assez coûteux. Donc, on effectue toute la livraison dans la même journée lorsque les commandes sont commandées avant 16 heures. Donc, justement, là, hier, j'ai fait une trentaine de commandes entre Dolbeau-Mistassini et Labbé. Et puis, aujourd'hui, j'en ai encore plusieurs. Là, donc, là, je prends une petite heure de midi, comme je comptais tantôt, là, pour partager mon expérience. Donc, ça se trouve principalement à ça, là, vraiment le camion restaurant qui est dans les festivals et puis le site Internet depuis le mois de juin. Là.
Wow, super. Et là, tu dis que tes grands-parents, ils t'aidaient pour ta comptabilité. Mais mis à part de ça, est-ce que tu étais vraiment le seul entrepreneur de ta famille ou est-ce que tu avais de la famille qui était en affaires, qui t'ont comme inspiré à vouloir te lancer? Euh, Je me fais souvent poser la question, mais je ne sais jamais vraiment quoi répondre parce qu'en tant que tel, ma mamie est coiffeuse, donc elle est travailleuse autonome à son nom. Mon grand-père était avec ses frères là, partenaires dans un garage de mécanique dans mon village à Saint-Cœur-de-Marie. Mais en tant que tel, je n'ai jamais vraiment eu d'exemple d'entrepreneuriat. Je pense que c'est vraiment tout le temps de quoi que j'ai vraiment eu en moi. Je me rappelle, étant en maternelle, là, j'allais à la garderie scolaire parce que mon père, mes parents finissaient de travailler après l'école, après que l'école finisse. Donc, je me rappelle que je ramassais là, des mauvaises herbes dans la cour d'école. Puis après ça, je prenais du papier de soie, je faisais des emballages pour vendre ça 2 $. Je me faisais des petites affiches. Ça a tout le temps été en moi, dans le fond, la fibre entrepreneuriale. Puis d'où ce que ça a parti l'idée de partir C'est trop bon, puis d'avoir ce concept-là d'aller dans les festivals, faire du popcorn, barbe papa. C'est vraiment depuis que je suis jeune, quand que je vais à Beauce Carnaval, qui se promène de ville en ville, quand que je vois le trailer avec le gros trailer, avec la senteur, plus le lettrage, puis vraiment le monde que moi, ça m'a vraiment tout le temps émerveillé. Puis je sais pas pourquoi, j'ai vraiment voulu lancer ça. Ça s'est comme fait indirectement. J'avais acheté une machine à popcorn par papa. J'ai dit, je vais aller faire un festival sans savoir combien ça coûtait, sans avoir d'argent même pour payer la location, sans avoir de stock en tant que tel. Fait que c'est vraiment là que ma mamie a vraiment embarqué de ce côté-là, puis qu'elle s'est assurée du côté monétaire parce qu'à 10 ans, tu peux pas à la caisse faire de prêt. Là. Puis ça fait bien parce que c'est des prêts qui coûtent pas trop cher à 0% d'intérêt. Donc, c'est pour ça vraiment mes grands-parents embarquent avec moi. Puis mon grand-père faisait plus tout ce qui était côté manuel. Ma grand-mère était plus avec moi vraiment dans le festival pour effectuer la vente. Il y a mes amis aussi qui m'ont aidé beaucoup, ma soeur, ma famille aussi. Sinon, c'est principalement ça. Je ne sais vraiment pas d'où je prends mon inspiration pour être entrepreneur. Je pense que ça a tout le temps vraiment été en moi, là, la business. Puis tout le temps avoir une idée puis essayer de l'amener du côté business. Il y en a qui ont des idées, on fait ça pour le fun. Mais moi, c'est tout le temps, on essaie de le virer ça en business. Fait que tu as vraiment eu la chance d'être bien entouré. Tu as toujours Vraiment. été. Wow, c'est vraiment super. C'est une très grosse chance. Puis je le dis souvent, là, Oui. si je n'aurais pas eu mes grands-parents, je ne pense pas que je serais où je suis présentement. Là. Non, à quel point c'est vraiment d'où l'importance de bien s'entourer. On réalise même pas à quel point notre réseau pourrait nous être utile, même notre famille des fois. En Fait que c'est premier lieu, vraiment en plus, ça. la famille. Hein? Oui. Parfait, merci beaucoup, Olivier. Je vais enchaîner avec le troisième invité. Il est fraîchement arrivé en affaires. Il est propriétaire de Jack et Phil Music, qui est situé à Arvida. Son entreprise a pris naissance durant ses études en gestion de commerce au Cégep à Jonquière. Puis ça lui a permis en fait de lier ses passions et une passion une passion en passe-temps, oui. Donc, je vous présente Philippe. Philippe, j'aimerais bien que tu nous présentes ton entreprise. Absolument. D'abord, j'aimerais remercier l'invitation justement au webinaire. Je trouve ça super le fun qu'il y a des activités comme ça. Ça se réalise, puis j'apprécie vraiment qu'on a pensé à moi pour pouvoir partager un petit peu l'expérience que j'ai eue de mon lancement en affaires. Écoute, Jack et Phil Music, c'est quoi? À la base, c'est un magasin d'instruments de musique, comme on connaît super bien, guitare, basse, drum, tout ce qu'il faut, matériel de home studio, autant pour les musiciens qui sont professionnels que quelqu'un que c'est sa passion, qui joue chez eux, qui veut débuter peut-être. Donc vraiment, on a de l'équipement pour tout, l'ensemble des accessoires qui tournent autour de ça, donc les amplificateurs, à la corde, à un petit accordeur ou du matériel vraiment plus poussé de studio. Tout est disponible chez nous, sauf qu'on a fait ça un petit peu différemment. On voulait amener un vent un petit peu de nouveau, une espèce d'air de jeunesse au domaine des instruments de musique. On voulait aussi, on est jeune, on a la chance d'avoir accès à des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, tout ce qui tourne autour de ça. Puis nous autres, moi puis Jack, parce que dans le fond, je suis le copropriétaire de la compagnie, on voyait souvent des nouveaux produits, du stock super intéressant, innovateur, qui était mis en promotion par soit des gens super connus du milieu ou même des vedettes, mais on n'était pas capable d'y avoir accès autre que par l'achat Internet. Puis on a voulu un petit peu plus démocratiser l'accès à ces produits-là. Donc, l'ensemble de nos marques, très généralement, dans le magasin, c'est des lignes de produits qui vont être exclusives à nous, puis qu'on ne verra pas ailleurs dans les magasins de la région, même du Québec. Dans certains cas, il y a même des exclusivités où on est les premiers, où on a été des deuxièmes, des fois au Canada, à avoir certaines lignes de produits. Je pense à Strandberg Guitar, entre autres, qui est importé de Suède directement. Donc, vraiment, on a voulu emmener une offre différente, mais dans un milieu qui est différent aussi. Chez nous, on veut que ça soit
humain, que ça soit confortable, que ça soit chaleureux. Quand quelqu'un vient essayer un instrument, d'abord, l'essai, c'est primordial pour nous. Tu sais, c'est des achats, des fois, qui peuvent shifter en milliers de dollars. C'est des trucs qui sont réfléchis. Donc, on veut que les gens aient un milieu pour prendre le temps, être confortable, être à l'aise, tester des produits. On fait la promotion énormément de ça pour qu'ils puissent découvrir, justement, d'où l'idée d'avoir des marques différentes. Ils puissent découvrir des choses nouvelles, puis vraiment trouver qu'est-ce qui va leur convenir le mieux à leurs besoins. Donc, justement, l'idée du service personnalisé, on suit notre client, on le questionne, on apprend souvent avec lui. Des fois, il nous montre des choses, souvent, on leur en apprend aussi, ça dépend des cas, mais c'est vraiment, ça devient comme un milieu de partage de passion, un milieu de partage de connaissances, tout en étant un commerce de détail qui est à Arvida, puis qui permet d'avoir accès à toute une nouvelle ligne de produits aux gens et de la région, puis prochainement probablement Québec, Canada, parce qu'on travaille sur notre site web transactionnel. Donc, ces lignes-là que je disais qui étaient exclusives ou très, très rares, on veut pouvoir en faire la vente at large parce qu'on s'entend que ça serait dommage de réserver ça seulement à notre région quand on a autant de potentiel. Oui, effectivement. Puis là, tu axais beaucoup sur le service personnalisé. C'est vrai en fait que c'est important, surtout dans le domaine musical. Parfois même un bon musicien pourrait avoir des questions par rapport à un instrument ou encore un nouveau musicien qui ne sait pas trop dans quoi se lancer. Fait que moi, je pense que juste ce service-là, ça fait vraiment augmenter votre plus-value. Oui, bien, Ouais. super d'accord, excuse-moi, je voulais pas te couper. Non, ça fait correct, continue. Écoute, c'est tellement primordial, c'est tellement ce qui change la game, je pense, dans notre magasin, d'avoir une relation client importante. Puis il y a des petits détails. Je me rappelle mon parcours personnel en tant que musicien, d'avoir découvert, des fois, là, on rentre plus dans le domaine spécialisé, tu sais, faire le son, la guitare, le tone, utiliser les pédales, les branchements d'amplificateurs, utiliser le matériel. Il y a beaucoup de gens qui vont en faire un passe-temps par plaisir, puis qui n'auront pas accès à certaines informations. Comment bien s'enregistrer, comment aller chercher le son qu'ils veulent en utilisant certaines pédales. Il y a des petits secrets dans l'industrie qui sont comme bien gardés. Puis pourtant, c'est des secrets tellement simples. Ne serait-ce que, mettons, on parle de cuisine, ajouter un peu de sel, ça peut changer toute ta recette. Des fois, c'est la même chose. Une seule pédale peut changer tout ton son, puis les gens, des fois, ne le savent pas. Fait que d'avoir une relation avec ces clients-là, puis de pouvoir vraiment partager avec eux autres, prendre le temps de s'installer avec eux, d'essayer, d'interchanger le stock, ça vaut vraiment la peine. Ça permet de faire des découvertes, puis eux, ça leur permet d'être certains qu'ils ont ce qu'ils ont besoin. Oui, moi, je pense que le fait que vous accordiez autant de temps à un client, c'est ce qui va vraiment vous démarquer de la concurrence comme Archambault et tous les autres magasins de musique dans la région. C'est vraiment super. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Donc, maintenant, on va enchaîner avec nos entrepreneurs au féminin. Je fais une petite parenthèse. Il va y avoir un webinaire qui va s'en venir au mois de novembre, justement sur le thème de l'entrepreneuriat au féminin. Fait que je tease un peu. Fait que je vais enchaîner. Notre quatrième invitée, elle se qualifie de comptable, de contrôleur, de patronne, de dirigeante. Nommez-les. Son entreprise, elle, c'est Technigam. Ça offre des services d'installation, de réparation, de la vente de pièces pour des appareils électroménagers de toute marque. Durant son parcours scolaire et entrepreneurial, elle a dû relever un grand défi pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Je vous présente Marie-Pierre Tremblay. Bonjour. Donc, Marie-Pierre, j'aimerais ça que tu nous parles de ton entreprise. Oui, en fait, c'est ça exactement. Technigam, c'est une entreprise de réparation d'électroménager, entre autres. On vend aussi des pièces là, pour les gens qui veulent se réparer eux-mêmes. Tout à l'heure, Sébastien disait que la maintenance, c'était pas très sexy. Ben, je te confirme que la réparation d'électroménager, pour une femme, ça l'est encore moins. Nous, notre entreprise, elle existe depuis 26 ans. En fait, c'était l'entreprise de mon père qui est décédé en 2015. Donc, en 2015, moi, j'étais en train de finaliser mon baccalauréat en comptabilité. Je m'en allais pour faire mon DESS pour avoir mon titre de CPA. Puis, mon père est décédé là, en plein cours de l'année, ce qui a fait que ça a été une grosse année, là, je dirais 2015. On a donc, ma soeur et moi, on a décidé de reprendre l'entreprise familiale. Puis, à ce moment-là, moi, je travaillais déjà... J'avais déjà un emploi, puis je complétais mon baccalauréat. Ma sœur, de son côté, avait aussi un emploi, mais on a décidé de laisser tomber tout ça, puis de s'en aller là,
de s'en aller du côté de l'entreprise. Ça a changé beaucoup de choses parce que ça l'a fait en sorte que, on partait de rien. L'entreprise existait depuis déjà une vingtaine d'années. Il y avait déjà des employés en place et tout, mais nous, on savait comment ça fonctionnait, mais on n'avait jamais géré l'entreprise, puis on n'avait personne pour nous expliquer comment ça faisait 20 ans que c'était géré. Donc, on a dû apprendre un peu par essai-erreur, puis tenter de relever le défi d'être les nouveaux dirigeants. Puis, tu as 2 jeunes femmes qui arrivent et qui décident de prendre la relève, alors que ça fait 20 ans que c'est un monsieur qui gère. Là, ça a été une grosse dynamique, mais c'était vraiment génial. Puis, ça fait maintenant 5 ans qu'on est là. Ça va vraiment bien. C'est vraiment hot comme défi. Pour vrai, on tripe à tous les jours. On a du fun. On essaie de diversifier l'entreprise, d'amener des nouveaux techniciens parce que c'est un domaine qui est vraiment en demande. On essaie de faire grandir tout ça, puis aussi justement de rehausser un peu l'image des techniciens parce que, je veux dire, il n'y a personne qui, à l'école, apprend que ça serait intéressant de s'en aller pour réparer des laveuses puis des sécheuses, mais en réalité, c'est vraiment un domaine qui est intéressant. C'est un domaine dans lequel c'est tes défis à tous les jours parce que tu n'as jamais une situation qui est pareille. C'est vraiment trippant. Puis, nous, notre but un peu, entre autres, c'est de rehausser cette image-là puis d'intéresser les gens à aller dans ce domaine-là qui est plus ou moins connu en réalité, là, surtout qu'il n'y a pas de formation qui se donne en région. Fait qu'à tous les jours, on travaille très fort depuis 5 ans. Ça va super bien. Puis, même si notre entreprise existait déjà, là, on avait beaucoup de fil à retordre. Parfait. Et en fait, comment tu penserais pouvoir faire la promotion de ce genre d'entreprise-là envers la communauté féminine? Tu sais, on se dit la réparation électroménager, on pense plus à des messieurs, à des hommes. Mais comment, toi, tu pourrais faire en sorte que des jeunes femmes comme nous ici présentes, mais comme les jeunes femmes qui écoutent le webinaire, puissent se dire « Ouais, ça a l'air vraiment cool, j'aimerais ça me lancer là-dedans, c'est un nouveau défi. » Oui, mais c'est certain qu'il faut avoir quand même un petit côté manuel, il faut se le dire. Là, ça reste que, tu sais, quand tu défais, exemple, un réfrigérateur, il faut quand même que tu aies envie de comprendre un peu. Tu sais, il y a beaucoup d'électronique, il y a aussi beaucoup de mécanique. Il faut quand même avoir un côté assez, justement, mécanique, aimer jouer là, dans les outils, ces choses-là, parce qu'il faut quand même le dire, c'est important. Mais je te dirais que dans le fond, nous, là, Technigam en tant que tel, quand on entend souvent un réparateur d'électroménager, on pense au monsieur qui est à son compte, qui se promène dans les domiciles puis qui répare les électroménagers. Puis qui se fait, malheureusement, on pense souvent à ça, au monsieur qui se fait payer cash puis qui se fait en dessous de la couverte. Technigam, le but, ça a toujours été la même chose. Nous, on est une entreprise structurée dans laquelle moi, j'engage des techniciens qui vont sur la route. Fait que nous, c'est nous qui créons les cédules des techniciens. C'est nous qui s'assurons que les techniciens aient les formations puis qu'on fasse des marques dans lesquelles ils sont en mesure de réparer. Là, autant qu'on soit capable d'avoir les pièces, qu'on soit capable d'avoir les formations, le soutien technique des entreprises. Donc, Technigam, c'est ça le but, c'est d'être une entreprise structurée qui offre aux clients un service supérieur, en fait, là, dans lequel c'est pas le voisin d'à côté qui pense qu'il connaît un peu ça. Tu sais, c'est vraiment des personnes qui connaissent leur domaine puis qui sont formées. Puis, justement, d'avoir un service de qualité, une garantie et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est là aussi qu'on vient chercher autant des gars que des filles, dans le sens où la personne n'a pas besoin d'avoir son côté entrepreneurial qui est déjà développé, elle n'a pas besoin d'avoir tout ça parce que nous, on s'occupe justement de cette partie-là, gestion. Elle n'a qu'à se concentrer sur la partie réparation. Puis, comme je disais tantôt, une femme plus qu'un homme, pas vraiment. En fait, nous, tant que c'est quelqu'un qui est intéressé, autant les hommes que les femmes, on en a besoin dans les deux. Là, on a justement une femme qui est en train de faire la formation de technicienne, puis vraiment, elle adore ça. Puis c'est une femme qui est super féminine, donc, tu sais, vraiment, ça n'a pas de lien. C'est juste qu'elle aime quand même la côté mécanique qui en ressort. Parfait, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Donc, on va enchaîner avec la dernière et non la moindre. Elle est présidente directrice générale de l'adjointe consultation et support. Son entreprise offre entre autres aux PME des services de consultation et de support dans les domaines de l'administration, la comptabilité, les ressources humaines, les communications et la SST. Elle est diplômée du cégep de Chicoutimi. Sa passion pour l'entrepreneuriat, le leadership l'ont menée à démarrer son entreprise. Je vous présente Jessica Desloges. Donc, bonjour Jessica. Bonjour. J'aimerais que tu nous parles de ton entreprise. Oui, bien encore une fois, merci de cette chance de participer.
ça me parle énormément, votre sujet aujourd'hui, parce que l'adjointe, mon entreprise va avoir 3 ans, donc en mai, et est née de mon désir d'aller à l'université et de continuer à travailler. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, ça a été la façon de continuer à me réaliser professionnellement, même pendant mon parcours universitaire. L'entrepreneuriat, ça me parle depuis plusieurs années. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. J'aime beaucoup, affectueusement, je les appelle les bibites entrepreneuriales, là, que ce soit les gens qui créent ça, ces entreprises-là, ou qui les gèrent. Ces humains-là me fascinent, m'intéressent énormément. Je trouve qu'il y a une belle créativité, il y a une belle naïveté dans ces gens-là qui s'en vont par en avant et qui font que ça fonctionne. Donc, l'adjointe, c'est né de ça, de mon désir de mettre mon parcours en tant qu'adjointe administrative, puis mon amour des entrepreneurs ensemble pour créer une entreprise qui se spécialise dans le service aux entreprises. Donc, nous, ce qu'on fait chez l'adjointe, c'est qu'autant au niveau administratif, comptable, ressources humaines, on devient le partenaire de la PME. Donc, notre but, c'est de permettre à ces bibites-là entrepreneuriales, à ces gestionnaires-là, de se concentrer sur ce qui compte, sur ça dans quoi ils sont bons, sur ce qui les passionne, pendant que nous, on peut s'occuper des fonctions d'entreprise. Donc, on intervient à 2 niveaux. On peut soit les aider à mettre en place ou à améliorer des processus à l'interne. Donc, on va vraiment faire la consultation. Ou encore, on peut devenir ce département-là. Les entreprises un petit peu plus petites n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un conseiller en ressources humaines 40 heures par semaine à l'année, mais ont besoin de quelqu'un compétent dans ce domaine-là plus que jamais pour les guider, pour les accompagner. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de prendre en charge des fonctions pour vous dire, bien, concentrez-vous sur ce que vous aimez faire. Vous voulez vendre des guitares, vous voulez, bien, faites-le. Nous, on va s'occuper du reste, on va s'assurer que c'est bien fait, puis on rend ces services-là accessibles aux PME, pas juste aux grandes entreprises. Donc, vous êtes vraiment l'assistant de la PME. Oui, on est vraiment l'adjointe de l'entreprise. Tu sais, moi, c'est niaiseux de le dire comme ça, mais mon rêve, c'est toujours de m'imaginer la personne en entreprise qui dit « Hey, casse-toi pas la tête, là, appelle l'adjointe, ils vont t'organiser ça. » Moi, ça, c'est le but ultime. Oh, j'ai pas de misère à croire qu'un jour, tout le monde va se dire ça. Ça commence, on est rendu là, moi, je pense. Donc, là, les présentations sont finies. On va vous partager un sondage dans le chat. En fait, on voudrait savoir c'est quel type de personne, selon vous, qui est le mieux placé pour aider un futur entrepreneur dans un processus de démarrage? Donc là, le sondage est affiché à l'écran. Je vais vous laisser le temps d'y répondre. Nos panélistes, vous pouvez répondre si vous voulez. Moi, je vais fermer ça. Moi, si je peux faire du village un peu sur l'adjointe. Premièrement, Jessica, nous, on va se prendre un meeting ensemble. Puis, deuxièmement... La petite ligne à l'eau, là. Oui, la ligne, moi, c'est direct dans le joue. Puis, oui, non, c'est ça, mais c'est parce que c'est tellement pertinent avec les business d'aujourd'hui, surtout avec le COVID, on dirait que le monde travaille plus à la maison. On essaie de trouver les manières le plus possible de diminuer les coûts fixes, de ne pas avoir justement à engager des gens puis à les former, puis à les gérer. Moi, ça me parle beaucoup parce que je suis une business en développement. C'est très lean. Le but, c'est qu'on soit le plus lean possible, le moins de coûts fixes possible. Puis toi, tu arrives target direct dans cette zone-là. Je pense que ce service-là va être fucking plus. Excuse-moi, excusez pour le. Il va vraiment plus demander d'année en année. Puis, fait que, en tout cas, juste dire good job for that. Puis, si j'étais musicien aussi, Phil, là, c'est pas. Ah, ben oui. fait que Jessica, en tout cas, on va se. Ouais, on va s'en reparler. Merci, c'est gentil. Ouais, vraiment nice. Parfait. Donc, on a les résultats du sondage qui viennent d'apparaître. La majorité, en fait, a voté pour des organismes en gestion conseil. Qu'est-ce que vous en pensez selon vous? Vous, dans votre parcours, est-ce que c'est... Ben là, je sais que... Attendez, je vais l'enlever de mon message. OK, moi, je sais qu'Olivier, lui, c'était surtout sa famille qui l'a aidé. Marie-Pierre, elle a repris le flambeau familial. Toi, Sébastien, c'est qui t'aurait aidé, en fait, dans ton lancement? Dans le fond, j'hésitais entre justement organisme de conseil puis amis, mais organisme de conseil, c'est dans le fond primordial, je pense, dans le cheminement de beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups.
autant pour le financement que les conseils. Moi, dans mon cas, ça a été très utile pour le financement. Surtout moi, PME Montréal, qui nous a aidé beaucoup au départ. Mais moi, j'ai mis Ami parce que, encore à date d'aujourd'hui, puis ça va vraiment faire partie de la discussion, je pense, aujourd'hui, on a des questions par rapport à ça, mais c'est le réseau, là, c'est le network, c'est mon monde autour de moi qui m'ont permis de développer SD Maintenance là comme Ali. Je pense juste à mon coloc dans le temps que j'étais à Montréal. C'est lui qui m'a poussé à partir de l'autre entreprise, à se dissocier, à partir de mon bar. Et même que ce coloc-là, lui, il avait de l'argent plus que moi parce que sa business allait mieux que la mienne. À ce moment-là, il avait plus d'expérience un peu. Mais c'était lui ma marge de crédit. Je shootais des 10 000 aux 2 semaines pour faire les payes, puis je remboursais comme ça. Fait que moi, je dis Ami parce que je pense que quand tu as un network, quand tu as un réseau, puis tu as du monde proche qui partage les mêmes passions, c'est peut-être pas ça qui va faire que tu vas avoir un modèle d'affaires super bien écrit, puis que tu vas être capable de le présenter pour avoir des bourses. C'est peut-être pas ça. Mais pour le long terme, là, puis pour t'aider vraiment dans une vision, puis de partager des difficultés sans que ça te coûte une scène en plus, c'est selon moi la meilleure affaire. Fait que je dirais que là où je suis, c'est vraiment en raison des amis et de mon entourage là, qui m'a permis d'être là. Je pense encore plus dans un contexte, je ne sais pas vous autres si vous êtes encore étudiant actuellement, Olivier, oui, mais tu sais, moi, je suis étudiante à temps plein à l'université, j'ai 2 enfants, j'ai une entreprise, 6 employés. Wow. Je vous annonce une chose, c'est que si je n'avais pas ces filles-là, parce que tu sais, c'est des filles principalement qui travaillent avec moi, si je n'avais pas ces gens-là qui sont solides, qui sont de confiance, qui sont toujours proactifs, ce serait impossible là, pour moi de marier tout ça, là, je veux dire. Fait que mon réseau de contacts, les gens proches de moi, tu sais, mon chum qui se vire de bord pour aller chercher les enfants parce que finalement, je suis complètement pognée. Ça, c'est pour moi le plus grand aide que je ne pourrais pas avoir. Là. Si je peux ajouter là-dessus, je suis totalement d'accord. Puis moi, je pense aussi que dépendamment justement du parcours de chacun, toutes les réponses peuvent être bonnes, mais ça va dépendre un peu du parcours de chacun. Tu sais, moi, par exemple, je suis comptable, donc je n'avais pas besoin d'un comptable pour venir me donner ces informations-là. Nous, au contraire, moi et ma sœur, ce qu'on a eu besoin, c'était justement, nous, on avait fait affaire avec Trigone dans le temps, parce que bien que ce n'était pas notre entreprise, ça faisait 20 ans qu'on entendait notre père arriver à la maison tous les soirs puis parler de son entreprise, parler des problématiques, de qu'est-ce qu'il vivait. Donc, sans le savoir, on avait quand même des œillères, puis on ne voyait pas toujours. On avait comme la même vision que notre père. Puis à un moment donné, on a dû prendre du recul puis se dire, bon, alors, faisons affaire avec des professionnels qui vont pouvoir nous aider à régler les problématiques ou du moins ce que nous, on constate. Fait que rendu là, nous, on a fait affaire justement avec la firme Trigone qui nous avait aidé justement à ces niaiseux, mais on n'avait pas de mission, on n'avait pas de vision, on n'avait pas de valeur de fait. Tu sais, mon père, quand il a décollé, il y a 25 ans, c'était pas vraiment la mode de créer cette formule-là. Fait que nous, on arrive en 2015 puis on dit, bon, ben let's go, il faut se donner une mission, une vision, une valeur pour s'orienter puis savoir dans quoi qu'on s'enligne. Chose que justement, j'avais appris au cégep, mais avec une entreprise justement en gestion, on a pu aller de l'avant là-dessus. Fait que je pense que ça va dépendre beaucoup de qu'est-ce qu'on est dans la vie. T'sais, moi, par exemple, étant comptable, je n'avais pas besoin. Sébastien, exemple, qui n'est pas comptable, peut-être que pour lui, il va avoir besoin d'un comptable qui va clarifier, que des fois, les entrepreneurs, tu avais raison, Jessica, on est des bibites un peu, puis des fois, on part dans nos pensées, puis on a des idées de fou, mais des fois, il faut être capable de se rasseoir, puis de se dire, bon, financièrement, ça fait-tu du sens, mon idée? Y a-tu moyen d'avoir des prêts pour ça et tout? Fait que je pense que c'est un peu ça le point aussi. Là. Toutes les réponses sont bonnes, dépendamment de qu'est-ce qu'on est, mais d'avoir un réseau de contacts, d'avoir un comptable, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre qui va nous aider, c'est la clé du succès. Sinon, c'est assuré que la réussite ne fonctionnera pas. Là. Absolument. Moi, j'ai été beaucoup rejoint par le point de Sébastien. Toi, tu parlais que c'était un ami principalement qui t'avait vraiment comme starté un peu avant qu'il t'aille vers les organismes plus de gestion conseil. Ça a été la même chose, mais au lieu d'être des amis, pour moi, c'était les enseignants. J'étais en gestion de commerce au cégep de Jonquière, justement. Fait que quand l'idée d'affaires s'est mise à mûrir, que je me suis mis à travailler un petit peu plus là-dessus, que j'ai trouvé mon partenaire, Jacob, justement, c'est à eux que j'ai pu commencer à jaser, tu sais, quelle étape je devrais faire en premier pour créer cette entreprise-là. Ils m'ont référé à des gens. Le fait d'être allé en gestion de commerce au cégep aussi, ça m'a permis d'entendre parler, d'avoir des petites conférences de la part du CEUCAC, par exemple, qui, eux, ensuite, m'ont référé aussi à Promotion Saguenay. Donc, c'est vraiment, au départ, les enseignants puis un peu les amis qui ont
mis en place les premières pièces, les premières références pour qu'après, ça se transfère vers les organismes de gestion conseil qui, là, vont rentrer dans le plus sérieux, le gros de la chose, les chiffres, par exemple, quand on parle de comptabilité, le plan d'affaires, puis tout ce qui vient avec ça, pour vraiment s'enligner. Mais on dirait que l'étape de départ vient souvent de la famille, les amis ou les enseignants, l'entourage plus proche de la personne. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Phil. C'est vrai que c'est vraiment les enseignants, en tout cas, surtout en comptabilité-gestion ou en gestion de commerce, comme tu le dis. Quand tu n'es pas sûr de ce que tu veux, de ce que tu veux faire, c'est souvent l'enseignant qui va travailler dans l'ombre, qui va te donner un petit coup de pied dans les fesses, puis qui va t'aider à développer ce réseau-là, justement, qui tu n'aurais probablement pas pu réaliser juste par toi-même. Fait que moi, je pense que les enseignants jouent vraiment un rôle très important. Oui, je suis super d'accord parce que... Vas-y. Je ne savais pas si on m'entendait. Donc, oui, moi, je suis d'accord avec tout ce que les collègues ont apporté. Puis c'est sûr que je pense que, selon moi, commencer vraiment avec la famille, les amis, ça peut comme faire un petit sondage un petit peu si l'idée est bonne ou si il y a une certaine conception. Puis après ça, en tant que personne, tu vas l'avoir le feeling, on dirait que j'aurais des questions à poser à une comptable, justement, pour ce qui est de la gestion de la comptabilité. Puis après ça, côté juridique, peut-être un avocat. Puis c'est ça ce qui est le fun aussi avec les organismes, là, les organismes, mettons, Promotion Saguenay ou ici, dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est, c'est la CIDAL. Ça peut vraiment être un outil important qui peut t'aider à donner un petit peu une piste pour un petit peu toutes tes questions qui sont capables vraiment de te référencer. Je pense que c'est une bonne idée. Moi, j'ai pas vraiment eu besoin de ça, mais j'ai d'autres fonctions, là, j'ai un autre emploi qui me permet de voir c'est quoi l'importance de dans le fond de ces organismes-là. Puis je pense que ça peut vraiment jouer de quoi vraiment important là, pour des entreprises en démarrage. Là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Là, en fait, j'aimerais savoir... ça a été quoi votre plus grande satisfaction vraiment rencontrée dans votre parcours? Vraiment du début jusqu'à maintenant. Olivier, toi pour ta part? Pour ma part, la plus grande satisfaction, je pense que c'est de voir, je vais parler du côté peut-être plus festival parce que c'est vraiment ça qui a été depuis le début de mon entreprise, c'est de voir que le monde, ils reviennent, puis qu'ils te connaissent, puis qu'ils reviennent te voir parce que c'est toi-même quand tu as des concurrents, vu que ça fait longtemps que tu es là, selon le service que tu offres, selon les produits que tu offres, la qualité des produits que tu offres, les gens sont contents de te revoir. Je pense que c'est vraiment principalement ça, la plus grande fierté, puis de voir aussi que ça fonctionne parce que oui, j'ai commencé quand même jeune, mais s'il y a tout le temps eu quand même, qu'on parle de la réussite dans les festivals, il y a tout le temps eu des augmentations, que ce soit des profits, peu importe, puis des nouveaux clients qui arrivent. Je pense que c'est vraiment ma plus grande satisfaction. Puis de voir aussi qu'il y a une très bonne réception là, par Internet parce qu'on sait qu'il y a quand même des joueurs, il y a des dépanneurs que le monde peut aller à 2 minutes de chez eux, mais le monde préfère quand même avoir, je parle pas en général, mais il y a quand même beaucoup de gens qui préfèrent commander en ligne, puis on vient le livrer à la porte, puis les produits sont super bons, puis le service est super bon. Donc, je pense qu'il y a une possibilité de se faire un chemin quand même s'il y a de la concurrence un petit peu partout, en tout cas moi dans mon domaine. Là. Et toi, c'est sans l'ombre d'un doute mon équipe. Là. Moi, c'est ces humains-là avec qui je travaille chaque jour qui m'épatent. Là. Je leur dis tout le temps, je comprends même pas comment la chance que j'ai d'avoir ces gens-là dans mon bateau avec les 6 petites promesses que j'étais capable de faire au début, de dire, là, j'ai de la job, là, mais je suis entourée de gens tellement compétents, puis ça me jette à terre à chaque fois que j'y regarde, puis c'est la motivation chaque jour. Puis je n'ai pas ça pour être quétaine, là, je leur dis tout le temps. C'est sûr que c'est ma plus grande fierté et ma plus grande reconnaissance, c'est ça, c'est sûr. Moi, peut-être pour continuer, moi, ma plus grande satisfaction, c'est pas des... Je pourrais pas donner... J'ai essayé de passer comme il y a quelque chose de tangible, concret, un atteinte d'un chiffre d'affaires, puis tout, ou un profit ou quoi que ce soit, un nombre d'employés. Puis honnêtement, c'est toutes des belles étapes. Là. C'est tout le fun. Il y a des moments d'extase où OK, on vient de signer tel gros contrat. C'est tout le temps des choses de fun. Mais moi, là, le moment, je ne sais pas c'est quand, quelle date, quelle journée, là, mais il y a un moment où j'ai catché que je ferais ça de ma vie. Pas être dans le ménage, zéro. Là. Ce que j'allais faire de ma vie, ça allait être entrepreneur. Puis d'avoir la possibilité de faire pas mal ce que je veux, d'aller pas mal où ce que j'ai envie, de changer de bord le lendemain si ça me tente, parce que je bâtis des maintenances d'une manière extrêmement flexible, mais pas juste des maintenances. Moi, personnellement, dans ma vie, de me rendre compte qu'il n'y en a pas de limite, puis que si j'ai le goût de partir dans 5 ans, pendant 2 ans en voyage, faire le tour de l'Amérique en van, je vais me donner les moyens pour le faire. Fait que tu sais, c'est comme... C'est vraiment ça, c'est cette capacité-là à me dire « Hey, ma vie, là, elle va être nice en tabarouette. » Et moi, c'est vraiment... Puis à tous les jours, là, je me lève, puis c'est ça que je me dis. Je me dis « Hey,
Tu sais, un matin, là, j'ai commencé à faire mes trucs à 9h30. Je savais qu'on avait ça aujourd'hui, puis j'étais comme juste, c'est bien cool. Tu sais, il y a du monde le matin qui ont été 1 heure dans le trafic, qui est en train de. En tout cas, ils ont géré des trucs pas mal plus chiants que moi, puis c'est ça. Moi, c'est vraiment cette satisfaction-là de me rendre compte que ça va être cool, ma vie, grâce à ce domaine-là d'entrepreneuriat. Ben, j'enchaînerais. Moi, ça a été un petit peu différent. Il y a tellement, justement, je me fie encore à toi, Sébastien. Toi, tu disais qu'il y avait des trucs un peu moins tangibles, tu sais, que tu as eu plus de difficultés. Moi, c'est l'inverse. On dirait que je me sens débordant de petits éléments qui m'apportent la satisfaction tous les jours. Fait que j'en ai comme décelé 3 qui me reviennent vraiment fréquemment et qui me rendent heureux quand ça arrive. Un des premiers, ça a l'air drôle, mais on parlait beaucoup de services personnalisés chez nous, qu'on a une dévotion envers le client, mur à mur. Fait que quand je vois, c'est drôle, un review sur Facebook ou sur Google de quelqu'un qui dit « Wow, la team là-bas, j'ai jamais eu un service de même, j'ai découvert des nouveaux produits. » Quand ils parlent de l'expérience qu'ils ont eue, puis que les gens, tu sais, ils sont pas face à face envers nous, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. S'ils n'ont pas aimé ça, ils pourraient l'afficher. Puis qu'ils nous donnent des cotes 5 étoiles, puis qu'ils trippent, puis qu'ils marquent des bons commentaires. Je fais comme, je l'ai fait pour ça. Puis les gens l'ont compris de cette manière-là, ça a marché. J'ai atteint mon objectif carrément. Tu sais, on vend des instruments de musique, on vend du plaisir, de la passion, on vend du bonheur carrément. Fait que justement, quand les gens sont heureux en sortant de chez nous, ça fait mon bonheur à moi. Autre chose qui m'est vraiment, qui vient me chercher, c'est de voir l'engouement. Quand que les gens ils viennent justement, ils rentrent, eux, c'est une journée souvent qui peut être spéciale. T'sais, on n'achète pas ça tous les jours. Là. On en a des instruments qui valent 2, 3, 4, 5 000 $ l'unité. Quand quelqu'un s'en pogne une, c'est sa journée. Là. Des fois, il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il attend ça. Fait que de pouvoir vendre ce plaisir-là, c'est quelque chose de super cool. Puis un élément finalement vraiment marquant, on a eu la chance d'aller, juste avant que tout se barre à cause du COVID, on a eu la chance d'aller en Californie en janvier dernier au NAMM Show, qui est le plus gros regroupement, toutes les compagnies d'instruments de musique, d'éclairage, de sonorisation, tout le monde est là, tous les artistes de la planète qu'on peut connaître sont présents sur place. Fait qu'on a eu la chance vraiment de rencontrer l'univers de la musique, de contacter, si on pourrait dire, les compagnies, d'échanger avec eux autres. T'sais, on se sent un petit peu petit entrepreneur. T'sais, moi, je suis un gars du Saguenay, je joue par plaisir. Jack a vraiment le côté musicien professionnel. Moi, je suis plus quelqu'un, justement, qui étudie en gestion de commerce, le côté gestionnaire, mais la musique, c'est ma passion. C'est plus, je joue chez nous par plaisir, carrément. Fait que là, d'avoir eu la chance d'aller au plus grand salon, de voir toutes les nouvelles marques, les nouveaux produits, de rencontrer des artistes. Si je peux donner des exemples, croiser le guitariste de Bon Jovi, Nico McBrain, le drummer d'Iron Maiden, me rentrer dedans, j'ai échappé mon téléphone cellulaire, il s'est excusé, serré la main, écoute, des légendes directement de même, des shows limites privées où tu as une trentaine de personnes où tu rencontres justement, je pense à Devin Townsend ou d'autres artistes peut-être, moi je suis peut-être un gars de style underground, mais ça permet de voir des vedettes carrément de même, puis d'échanger avec eux autres, de prendre des conseils, d'aller chercher tellement de ressources que cet événement-là était vraiment... c'est quelque chose d'un bucket list de ma vie personnelle puis de ma vie professionnelle qui est comme « Wow, je suis parti de ma chambre avec mon petit ampli de pratique, j'ai grossi, j'ai appris, puis me voilà parmi à côtoyer les plus grands. » Ça a été une belle fierté. Pour toi, Marie-Pierre? Oui, ben moi, c'est un petit peu différent aussi. Nous, de notre côté, ben, ça rejoint un peu ce que je disais tantôt. Tu sais, nous, on est 2 jeunes femmes qui s'enlignaient dans un milieu qui était à 99,9% composé d'hommes. En fait, dans tout le Québec au complet, il y avait une femme technicienne. J'étais la seule femme qui était en lien avec les électroménagers. Tous les propriétaires, c'était des hommes. Tous les techniciens, c'était des hommes dans toutes les entreprises. Fait que quand mon père est décédé puis qu'on a repris, on avait beaucoup de oui-dire, on entendait beaucoup parce que malgré que c'est gros partout au Québec, c'est un petit domaine puis on se connaît tous comme dans tous les domaines, on connaît nos compétiteurs et tout. Puis ça parlait beaucoup comme de quoi, mon Dieu, 2 jeunes femmes qui s'enlignent là-dedans, watcher les bien faire. Tu sais, on sentait qu'on avait le jugement que les gens se disaient
ils seront pas là longtemps, ils comprendront pas la game. Puis, il y a environ 2 ans, on est allé à L-Expertise, qui est justement un regroupement au Québec de beaucoup de techniciens qui sont là avec des patrons, justement, qui font des formations, puis qui ont le moment d'échanger. Puis quand on est arrivé là, tout le monde savait on était qui, mais tout le monde. Puis les gens venaient nous voir, puis c'était pour nous féliciter, puis nous dire à quel point ils nous trouvaient hot. C'est à ce moment-là qu'on a compris que, justement, on avait épaté tout le monde, puis tous les vieux monsieur un peu misogynes qui étaient là, étaient rassis, puis ils s'étaient dit, ouais, finalement, les 2 petites filles ont de la drive, puis ils vont sur un moyen temps, tu sais. Puis comme je vous disais, en plus, la plupart des gens, c'est justement des gars à leur compte. Nous, on a une entreprise avec des techniciens. On a grossi, on a plus de techniciens qu'avant. Fait qu'on a vraiment mis une entreprise, on l'a vraiment fait grandir l'entreprise au cours des dernières années. Fait que là, tout le monde savait on était qui. Là, c'était vraiment impressionnant. Je me rappelle qu'au gala, on avait été demandé d'être comme à la table d'honneur parce qu'on était considérés comme des exemples à suivre. Là, c'était les 2 jeunes femmes en bas de 30 ans à côté de tout le monde qui ont toutes 20 puis 30 ans, puis même des fois 40 ans d'expérience dans le domaine. Puis c'est nous qui sommes considérés comme les leaders en haut. Là, c'était vraiment notre fierté à ma soeur puis moi. Là, on est ressortis de cette fin de semaine-là, puis on s'est dit, ouais, ça marche bien notre affaire. Puis ça nous a donné le petit drive qu'il fallait pour continuer puis se dire qu'on était dans notre domaine puis que ça allait y aller au toast. Très nice. C'est vraiment impressionnant. Je vais enchaîner avec la dernière question. Comment, en fait, vous avez réussi à concilier l'entrepreneuriat et vos études? Donc, Sébastien, je vais commencer avec toi. 1 à 2 minutes, on va voir si tu vas réussir à me faire ça. Oui, je devrais. Comment j'ai réussi? Je me pose encore un peu la question, c'est un peu flou. Mais ce que je sais, c'est que moi, j'ai tout le temps... Je pense que pour que tu sois entrepreneur pendant tes études, soit tu es comme obligé, puis c'est vraiment ça que tu veux faire, c'est ça, tu te ramènes ton argent, puis tu n'as comme pas le choix. Mais moi, dans ma position que j'étais quand même jeune, je vais chez mes parents, j'étais pas dans la marde, je faisais de l'argent avec les bars, les restos, whatever. Mais moi, j'ai toujours eu, ce qui me différencie un peu, j'ai toujours eu une vision vraiment claire, même si c'est un peu flou la finalité, parce que la finalité n'est pas importante, mais j'ai toujours une vision claire de ce que je voulais faire dans ma vie, de ce que je voulais être, de où je m'en allais. Puis je pense que c'est uniquement ça qui a fait que j'ai réussi à concilier les études et l'entrepreneuriat, parce que dans ma tête, il y avait aucune chance que je travaille chez Rio Tinto en plein été. Moi, j'allais faire de la peinture pour qualité étudiant. J'allais risquer de perdre 5 000 $, ce qui m'est arrivé ma première année. Mais dans le sens, j'allais prendre des risques, j'allais tenter des affaires, j'allais gérer. Puis, tu sais, à la fin de l'année, c'est comme mon père qui dit, tu aurais fait 25 000 chez Rio Tinto pendant ton été. Là, tu as fait moins 5 000, bravo. Puis, il était aussi moins content. Il voulait qu'il me prête 12 000 pour payer mes taxes. Ça, c'est une autre affaire. Mais ça pour dire que c'est pas tout le temps rose. Puis moi, j'ai tellement tout le temps eu une vision claire d'où je m'en allais que pour moi, c'était juste un passage obligé. C'était, en fait, le meilleur apprentissage que je pouvais faire. Fait que moi, ça a été let's go, on fonce, puis j'ai continué. J'aurais pu vraiment, après ma première année, faire comme beaucoup de monde, m'aller me promotionner une job en attendant, je vais prendre l'expérience à l'école, puis je me lancerai plus tard. Moi, au contraire, je suis vraiment à l'opposé de ça. Je me dis, lance-toi, fais tes erreurs pendant que tu peux encore habiter chez ta mère. Puis après ça, tu vas être pas pire rendu à 22, 23, 24 quand tu vas être obligé d'avoir des billes à payer, tu sais. Fait que moi, ce que je veux dire, c'est faut que tu sois convaincu, genre faut que tu sois entêté, faut que tu sois sourd. Tantôt, on parlait, puis une minute, 30 secondes. On disait, tu sais, c'est grâce à tes amis, à ton entourage que tu réussis à te lancer, mais il y a aussi vraiment, puis Marc, il était là au colloque qu'on a eu, je me souviens encore de ce gars-là, moi, c'est la scène qui disait les ballons qui dégonflent. Les ballons qui dégonflent, c'est quoi? C'est le monde autour de toi qui disent non, puis c'est comme un bruit de ballon qui dégonfle, puis qui dit ça fonctionnera pas, c'était peurant, il fait pas ça. Fait, il y a aussi, oui, il y a du monde qui t'encourage, mais il y en a une petite gang qui disent fais pas ça parce qu'eux autres, ils connaissent pas ça. Alors, il faut être sourd. Moi, je le répète, mes parents, quand ils ont catché que je m'en allais à Montréal faire une formation pour être entrepreneur, j'étais déjà fait. Moi, j'étais comme, non, je suis parti, là. Je m'en vais, puis on dit, non, t'as peu, là. Moi, malheureusement, je les écoutais pas. Ils m'ont encouragé vraiment après ça, fait que c'était bien. Fait que, convaincu, entêté, avoir une vision claire, puis tu vas être capable de concilier les deux, parce que tu vas te rendre compte que l'école, c'est important pour le futur, tu sais. Si tu as une vision, si tu n'as pas de vision, tu vas lâcher l'école, puis tu vas te rendre compte qu'il te manque des outils plus tard. Ça, c'est ce que je dirais.
Donc, Philippe, je ne sais pas si tu voulais enchaîner. Oui, absolument. Ben, encore une fois, je pense 3 fois, on suit tout le temps. Écoute, comment je pourrais dire ça? Moi, c'est que j'ai réussi à fusionner la chose, carrément. Parce que Jackie Phil Music, maintenant, je le précise, je ne suis plus aux études maintenant. C'est mon emploi à temps plein, c'est ma vie, carrément. Mais j'ai démarré cette entreprise-là, puis je l'ai conçue tout au long de mon parcours, puis même un peu après mon parcours scolaire. Donc, ce que j'ai fait, ça a été vraiment de réussir, je parlais de l'aide des enseignants, de fusionner mes projets de session, les cours, la matière qui était à apprendre carrément, l'appliquer sur le terrain, l'appliquer étape par étape dans la conception du magasin de Jack et Phil Music, aller demander conseil à ces enseignants-là, qu'est-ce que je devrais faire, comment je devrais m'y prendre, avoir leur opinion aussi dans mon entourage, la famille, les amis. Donc, ça a été vraiment de lier un à l'autre qui m'a permis justement d'aller chercher le meilleur de ma formation, d'aller chercher mes connaissances, mais aussi de maximiser mon temps, parce qu'on s'entend que même en création d'entreprise, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps, de questionnement. Donc, justement, j'y allais beaucoup plus efficacement puis avec l'aide de ces gens-là, en fusionnant l'école et la création de l'entreprise. Donc, ça m'a donné un énorme coup de main, justement, de faire ça. Puis c'est ce qui m'a permis après d'aller chercher. Très important conseil, si je peux laisser ça aux gens avant la fin du webinaire, aller chercher les ressources. Moi, c'est via le cégep que j'ai pu aller les chercher. Ces gens-là, c'est de l'aide qui vaut de l'or dans tous les domaines. Des fois, ils vont te challenger, des fois, ils vont aller dans la même vision que toi parce qu'ils adhèrent à ce que tu dis. Mais c'est des projets qui peuvent souvent, des fois, être gros. On se sent, moi, je me suis senti un peu lancé dans le vide. Justement, ça a été du jour au lendemain. Tu sais, je n'avais même pas quitté le cégep, que j'étais déjà parti sur l'entrepreneuriat avec Jack et Phil Music. C'est ce que je fais encore. Donc, tu sais, je n'ai pas eu le temps de faire un emploi fixe, d'apprendre à me gérer moi-même, le milieu du travail professionnel, tu sais, mis à part peut-être les stages qu'on a faits. Donc, vraiment, d'aller chercher les ressources, ces gens d'expérience-là viennent nous apporter beaucoup d'aide puis nous donner un énorme coup de main dans le lancement comme dans le fonctionnement puis la continuité de l'entreprise. Donc, gênez-vous pas, posez des questions, demandez des références. Le réseautage, c'est ultra important. Moi, si je peux continuer, dans le fond, par rapport aux conciliations travail-études, en fait, je n'avais pas vraiment de conciliation travail-études tant que ça, vu que la principale des activités se déroulait en saison estivale. Donc, moi, je travaillais pendant l'été, puis j'étais correct le reste de l'année pour vivre dans le fond, de l'argent que j'avais fait pendant l'été, parce que c'est quand même assez lucratif. Mais sinon, là, présentement, je le vois vraiment. C'est sûr que là, j'ai la chance, on a la chance comme la malchance, parce que j'aime pas vraiment ça faire l'université à distance. Je suis vraiment plus quelqu'un qui aime ça être sur les bancs d'école puis écouter le professeur. Mais là, je le vois, c'est quoi vraiment concilier travail-études. Puis encore une fois, une chance que c'est à distance, parce que je ne sais pas comment que je ferais pour arriver. Parce que, comme je le disais, mon entreprise, c'est pas, en ce moment, avec mon site Internet, c'est pas seulement que de faire les commandes, de préparer les plats mélangés selon les demandes des clients, c'est vraiment de les livrer aussi. Là, quand j'ai une commande à Dolbeau-Mistassini, puis l'autre commande à la baie, puis les gens ont jusqu'à 16h pour commander pour avoir la livraison la même journée. Donc, j'ai entre 16h et 21h pour faire les livraisons. Ça peut être quand même assez complexe. C'est vraiment là que je verrais qu'il y a vraiment plus un conflit parce qu'en tant que tel, la préparation des commandes, c'est pas tant compliqué. Puis pour ce qui est des festivals, s'il y en a, comme cette année, on n'a pas eu, l'année prochaine, on ne le sait pas encore, bien là, c'est pas vraiment, ça ne rentre pas vraiment en conflit avec mon horaire de travail de l'université. Là. Mais sinon, ça serait vraiment ça pour ma part, pour la conciliation travail-études. Tu peux y aller, Jessica? Moi, je pense que mes quelques années de pratique de maman qui ne dort pas beaucoup la nuit sont clairement mises à profit. Mais sans blague, je dirais que, tu sais, toujours la même chose. Quand tu vas être efficace dans ce que tu fais ce que tu fais, puis après ça, tu feras d'autres choses. Fait que quand je suis à l'école, je suis à l'école. Quand je travaille, je travaille. Fait que j'ai pas besoin de relire 40 fois le même texte parce que je réponds à des messages, courriels, textos, Facebook, tu sais. Je me concentre sur ce que je fais, puis je le fais. Puis je pense que c'est pas mal là où vraiment je vais vraiment maximiser 100% de ma concentration sur une chose à la fois. Puis beaucoup de naïveté. Beaucoup de naïveté. Va-t'en par en avant, puis coudonc. Tu dors au moins 2-3 jours avant l'examen, puis tu dors après. Puis je pense que c'est gars, vas-y, ah ouais, fonce.
j'ai pas d'autres d'autres points que ça pour vrai. Ben, moi aussi, je vais arriver avec un discours un peu différent. Moi, j'ai pour mon dire, quand on est jeune, là, on a de l'énergie en tabarouette. Fait que let's go, ça se fait. Il n'y a rien là, on a toutes fait des nuits blanches à l'université à étudier, puis à arriver le lendemain matin pour ton examen à 8 heures. Puis on est jeune, c'est là qu'on a l'énergie, c'est là qu'on est craqué, c'est là que tout le reste ne nous dérange pas. Moi, je pense que c'est quand on est jeune que c'est le temps d'y aller. Puis que ça se fait tellement bien, là, je pense que ça a l'air pire que c'est. Puis oui, je suis d'accord qu'il y a des gens pour qui ça se fera juste pas, parce qu'il y en a qui n'ont juste pas le tempérament pour ça. Moi, je l'avais clairement. Pour moi, c'était pas une difficulté. Avant même de reprendre l'entreprise à mon père, j'ai travaillé, j'étais chez Deloitte, j'ai travaillé dans d'autres travaux, dans d'autres emplois aussi. Puis je le faisais full pin en même temps que j'étais allée à l'école, puis ça changeait absolument rien pour moi. Puis quand j'ai repris l'entreprise, oui, au début, ça a été plus complexe là, parce que clairement, la charge de travail était beaucoup plus lourde. Mais moi, par la suite, moi, je voulais être CPA à la base. Fait que dans le fond, j'avais le choix par la suite à soit faire mon DESS, qui est 1 an supplémentaire d'école à temps plein, ou de faire le programme national de CPA, qui est alternance travail-études, justement. Fait que pendant 2 ans de temps, j'avais des stages à faire en même temps, qui étaient donc à mon entreprise, en même temps que j'avais mes formations de CPA à faire. Fait que moi, je l'ai faite, puis ça s'est super bien fait. Puis on était à peu près, je pense qu'on est 1000 au Canada à faire l'examen à chaque année. Puis c'est 1000 personnes qui font l'alternance travail-études, que c'est vraiment une très grosse charge de travail. Là. C'est vraiment quelque chose à faire, mais ça se fait très bien. On fait notre titre de CPA en même temps. Puis vraiment, on est jeune, on a le temps, on a l'énergie. C'est là que c'est le temps de le faire. C'est pas 20 ans plus tard qu'il faut le regretter. Je pense que pendant qu'on est dedans... On ne se pose pas cette question-là quand on est dedans. Tu sais, peut-être, tu sais, je vais parler pour moi, là, je ne vais pas parler pour vous autres, mais je me suis jamais demandé si ça allait marcher, puis si j'allais être capable de faire tout ça. J'avais juste tellement le goût de faire ça. Puis, tu sais, c'est encore ça. Je veux juste continuer là-dedans. Fait que, si on s'en va par en avant. Exact. Là, en fait, tu veux faire ton sondage? Oui, tu veux faire on va ton faire le sondage, après ça. Oui, avant que le monde parte. Donc, on va remettre une dernière question à l'écran. En fait, que retenez-vous de nos panélistes? Vous pouvez prendre plus d'un choix de réponse. Puis aussitôt que la majorité va avoir répondu, on va le faire afficher à l'écran. Il n'y a personne qui parle de mes cheveux, rien là-dedans. On ne peut pas racheter de réponse. Hein? Je tiens à dire, il y a aussi quelqu'un qui a posé une question sur le forum, là, Anne-Marie Lefrançois. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont peut-être en mesure de lui répondre je pense qu'on peut répondre directement. Là. Pour ma part, ça ne me concerne pas vraiment, vu que l'entreprise existait déjà, donc je ne suis pas vraiment en mesure de répondre, mais s'il y en a parmi vous qui sont en mesure... J'ai proposé, Marie, de rester ceux qui voulaient après dans le fond, pour répondre à ça. Là. Fait que, puis je sais que Phil a dit oui. Dans le fond, tu peux checker dans le chat, mais fait que, ouais, moi, je suis dans le... Si le sondage est fini, je pourrais en parler. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais on pourrait au moins converser là-dessus. Puis aussi, je sais qu'il y avait plein d'autres questions, Elisabeth, avec le monde qui reste, parce que là, on est encore à 49. Si jamais il y en a qui ne sont pas pressés, moi, j'ai du temps. Pas franc, je sais qu'Olivier, lui, il faut faire des commandes, fait qu'on comprend ça, là, pas de problème. Oui, fait qu'on prendra les questions qui passeront directement. Cool. Fait que je sais que c'est ça qu'Olivier, lui, il doit quitter, en fait. Fait que, je vais absolument y aller. J'ai pas juste des commandes, j'ai d'autres choses aussi à faire, là, des commandes. C'est bien correct. Mais oui, c'est bien parfait de même. C'est vrai qu'on vient de publier les résultats du sondage. Donc, ce que le monde a surtout retenu de vous, en fait, c'est votre passion, mais vraiment votre motivation. Fait que ça, on le remarque peut-être pas quand c'est nous autres qui parlent, mais à ce qui paraît, on ressent la passion quand quelqu'un parle d'une entreprise ou de quelque chose qui le motive. Puis quand il est motivé, ça paraît dans ses agissements. Fait que moi, je pense que là, je lisais les conversations pendant que vous vous présentiez au début, puis c'était qu'il y a des commentaires sur votre passion, votre motivation. Fait que moi, je suis vraiment d'accord avec ce que les gens ont sorti. C'est bien apprécié. Je pense qu'en effet, on est intense. Comme demandé des bébés entrepreneurs, c'est ça que ça fait. Surtout, moi, je me mets à crier des fois. Sébastien. Surtout Sébastien. Mais ça, on apprend ça d'un cours à Marc. Marc, il est de même parce que, tu sais, voilà. Ça nous prend comme un dénominateur commun. Fait que, cherche juste à te faire réagir, pas embarquer, mais... Si tu me permets, Elisabeth, je pourrais répondre. On pourrait commencer par Anne-Marie. Tu sais, je ne sais pas si c'est encore là. On va répondre, mais j'imagine que oui. Je vais oublier de toute manière. Ah, tu as raison. Fait que ce
que je répondrais à ça par rapport à, tu sais, monétairement, je suis pas mal la personne, ben non, c'est pas vrai, il y en a pire que moi, mais j'ai vécu des bonnes difficultés financières. Je dirais pas difficultés parce que j'ai jamais été dans le trouble, mais pour certains, ce serait des grandes difficultés. Là. Tu sais, mettons, il y a du monde avec une aversion au risque, puis une peur des dettes, puis tout, qu'eux autres, ils auraient vu, il y a pas plus tard que 2-3 ans, mon compte de banque, puis ils auraient dit, tu réussis à dormir? Tu sais, t'es comme... Ça a été tout le temps quelque chose qui m'a jamais dérangé parce que ma vision de me dire je vais en faire de l'argent, ça ne me dérangeait pas d'en avoir moins 20 000 dans le bas. Puis c'était pas des dettes d'études. Mes parents payaient mes études. Je vivais chez nous. Fait que c'est clairement des mauvaises décisions ou juste pas d'expérience d'entrepreneuriat. Fait que pour répondre à Anne-Marie par rapport à toi, tes dettes d'études, puis réussir à avoir de l'argent pour te lancer, je ne sais pas comment était ta cote de crédit. Je ne sais pas non plus, as-tu de l'entourage avec un petit peu d'argent? Moi, personnellement, ce qui m'a permis, parce que j'ai eu besoin de me financer par après, j'ai eu besoin de me lancer, puis je sais que maintenant, je pense que tu t'es lancé, là, fait que c'était plus pour aider les autres qui s'en viennent. Moi, personnellement, j'ai 2 affaires qui m'ont vraiment aidé. Ben, mes parents, pas qu'ils sont riches, mais ils ont plus de place sur leur marge de crédit que moi, fait qu'ils m'ont prêté l'argent nécessaire pour survivre puis payer mes trucs qui étaient importants. Ça m'est arrivé de faire des conciliations bancaires, ça m'est arrivé de devoir juste convaincre quelqu'un chez Desjardins pour qu'il m'augmente ma limite pour me permettre de faire une prochaine paye ou permettre de faire tel achat particulier. Fait que j'ai toujours trouvé une solution, soit côté financier avec les institutions ou avec mes parents. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Sinon, pour me lancer, parce qu'on le sait, quand tu t'incorpores puis tu startes, là, puis pour tout le monde l'a vécu ici, là, puis justement, notre musicien doit le savoir mieux que n'importe qui parce que tu avais besoin d'un crédit pour t'équiper, c'est sûr. Au départ, là, tu as beau avoir une super bonne cote de crédit, tu as beau avoir des bonnes idées, les banques ne veulent pas te prêter. Il n'y a rien à faire. Tu vas les appeler aux 6 mois, puis ils vont te dire ouais, mais on va juste te mettre ça sur toi. Fait que toi, as-tu des actifs? Là, tu dis ben non, j'ai 23 ans, et j'ai fini l'école, j'ai moins 50 000. Tu sais, mais 100% raison, Sébastien. J'ai vécu la même chose. Il faut ben faire oui. l'inventaire entre un commerce de détail. Puis, j'ai 23 ans, j'avais 23 ans aussi. Non, ouais. Ils veulent rien savoir. Écoute, c'était quoi en mettant en garantie? Puis là, un des défis qu'on a eu à faire face, c'était l'inventaire, il se revend. Puis la joke, c'est que je travaillais dans le passé, entre autres chez GD. Puis c'était où, moi et Jack, qui étaient les employés là quand ils ont annoncé leur vente fermeture là-bas. Tu sais, je sais comment ça se passe. J'ai même déjà fait une dans le domaine exact. Puis ils voulaient rien savoir. Il n'y a rien à faire. Fait que, tu sais, moi, ce que je dirais avec ça, c'est que quand tu as cette situation-là, 2 possibilités. Je vais bondir sur Émilie qui nous dit faites une campagne de financement à la ruche, bien sûr, très, très bonne solution. Moi, heureusement, je ne connaissais pas ça en ce temps-là. Fait que, PME Montréal, les CLD sont là. Je pense que quand tu as une bonne idée, tu as déjà commencé un peu à te lancer, à faire des ventes, là, c'est la meilleure place. C'est la meilleure place, tu vas pouvoir te présenter ton projet et ils vont t'aider. Moi, j'ai eu 2 fois pour la première business de ménage dans laquelle j'étais, on avait réussi à avoir un prêt de 40 000 du CLD de là-bas, puis de la Rive-Sud de Montréal. Et moi, quand j'ai lancé de maintenance, un 35 000 de PME Montréal. Et c'est le nerf de la guerre. Fait que c'est ça qui m'a permis après ça de dire c'est beau, on se casse pas la tête, on sait que les chèques vont rentrer, on sait qu'on va payer le monde. Fait que c'est vraiment, là, les organismes de conseil, selon moi, ils viennent jouer une game là, beaucoup parce que c'est les seuls qui te font confiance. Pas qui te font confiance, c'est juste que ils font... laissent ta chance. Ils te laissent ta chance, c'est ça, c'est exactement ça. Fait que, en réponse à... Puis moi, ce que je vais ajouter là-dessus aussi, vous allez entendre beaucoup à l'école, puis Marc, je m'excuse de dire ça, mais il va savoir autant que moi que c'est vrai. À l'école, ils vont vous dire, faites un plan d'affaires. Puis si vous arrivez avec un plan d'affaires solide, ils vont vous prêter de l'argent. Votre plan d'affaires, il est extrêmement important. Puis ça, c'est vrai, jamais je vais dire le contraire. Mais non, ils ne vous prêteront pas grâce à votre plan d'affaires, malheureusement, parce que, comme Sébastien le dit, ils vont vous demander d'avoir des garanties. Parce que même si votre plan d'affaires semble incroyable, il faut être réaliste. N'importe quel entrepreneur, puis je le sais parce qu'en tant que comptable, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont présenté des plans d'affaires. Puis un entrepreneur qui croit en son projet, là, il voit plus gros que ce que ça l'est. Puis c'est normal, puis c'est correct parce qu'on a la passion, mais on regarde ça, puis on fait ça, puis on a l'impression d'être tellement réaliste. Je vais faire 100 000, je vais de vendre, je vais faire ci, je vais faire ça. 3/4 du temps, c'est plate à dire, mais c'est pas vrai. Puis c'est pour ça que quand vous allez présenter votre plan d'affaires, à moins que vous ayez vraiment des faits concrets puis des preuves de ce que vous avancez, parce que vous avez déjà des contrats de pré-signés,
non, ils ne le prendront pas pour acquis pour vous faire un prêt. Donc, c'est vrai qu'il faut s'en aller de côté vers des organismes là, où justement Promotion Saguenay ou ce genre de choses-là, peu importe, il y en a un peu partout là, au Québec. Là. Moi, par exemple, en tant que femme, j'avais le droit à des subventions supplémentaires parce que j'étais une femme. Donc, on regarde sur Internet puis on réussit à trouver l'aide qu'on a besoin de cette manière-là. Malheureusement, plus souvent qu'autrement, c'est sûr que le terme subvention est plus difficile. Souvent, ça va être plus des prêts, mais des prêts, c'est parfait. C'est le meilleur moyen de faire son nom pour commencer. Là. Ça reste des prêts, puis souvent, il va y avoir des taux intéressants ou peut-être des conditions qui peuvent être facilitantes. Nous, Futurpreneurs Canada nous a donné un coup de main. La Fondation Jean-François et Patricia avec le Cégep de Jonque, puis Promo Saguenay aussi, nous a donné un coup de main. Il y a eu des prêts qu'on a obtenus un peu de Love Money, de la famille aussi. Mais c'est comme toute l'amalgame, puis j'accorde 100% à ton point, justement, Marie-Pierre. On est arrivé, entre autres, à une banque avec un plan d'affaires solide qui avait été révisé par Promotion Saguenay, qui avait été révisé par le CAUCAC. On avait même eu la chance de gagner le concours création et démarrage du CAUCAC. Pas le dernier, l'autre d'avant, c'est nous autres qui l'avons gagné. Puis même malgré ça, on est arrivé à notre rendez-vous bancaire, assis. Votre plan d'affaires est incroyable, il est super beau, l'opportunité, c'est sûr qu'elle est là. Mais pas de prêt, pas les garanties, c'est mur à mur pour eux autres. Fait que ça donne il faut le savoir, tu sais. J'ai comme une expérience qui est différente de la vôtre par rapport à tout ça. Tu sais, moi, je suis plus vieille. Je suis mariée, on a un train de vie, tout ça. J'aurais pu mettre des choses en garantie quand je suis arrivée, mais j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai choisi de me dire, je vais faire ça autrement. Puis, tu sais, moi, ma façon de faire, ça ne veut pas dire qu'elle se colle à la réalité de n'importe qui puis de tout le monde. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle est meilleure que celle d'un autre. Mais je veux juste dire, des fois, il faut passer outside the box quand tu te lances en affaires. Et moi, j'ai décidé que le projet s'autofinancerait, puis c'est ça que j'ai fait. T'sais, plus on avait de l'argent, ben, je pouvais me permettre de ne pas me sortir de salaire. Ça, c'est vrai que ça a aidé beaucoup. T'sais. Mais je réinvestissais, puis tout un petit peu plus. Puis mes premières cartes d'affaires étaient cheap. Puis, je veux dire, mon premier bureau, je l'ai quêté, puis j'ai été fine, puis j'ai fait un sourire, puis ils ne m'ont rien chargé. Je veux dire, il y a façon de s'organiser. Puis ça ne veut pas dire que c'est la même prime que le voisin ou que nous. Mais je pense que c'est important de regarder de quelle façon on peut faire les choses, puis surtout de ne pas se laisser décourager par l'argent. Passe par un autre chemin, ouvre une autre porte. Il y a une façon de le faire, c'est sûr. Je sais que ça semble être une recette magique, mais je l'ai fait. C'est l'attitude à avoir, je pense, Jessica, carrément. Parce que nous autres, on a justement à faire face à certains challenges à ce niveau-là, parce que 90%, 95% du coût de projet, c'est de l'acquisition d'inventaire, c'est des choses mobiles, c'est des choses qui ne peuvent pas être mises en garantie. On est jeunes, les deux, on avait 23 ans, là, on en a juste 24. Fait que ça a été un bon challenge. Fait que c'est en gardant cette attitude-là sur une note vraiment positive, de continuer à chercher des moyens, de chercher des ressources, des gens. Il y a toujours une belle solution, il y a toujours une manière de faire, d'interpréter aussi son projet d'affaires, peut-être de le motiver. Fait qu'il ne faut pas juste présenter quelque chose de fixe, arriver à l'acquisition du financement, puis faire « Ah ben, ils n'ont pas voulu me prêter » ou puis là, faire tout bad, c'est terminé, c'est pas vrai ça. Oh, lancez-vous, il y a plein de moyens. C'est ça, je pense, l'esprit entrepreneur. S'adapter, évoluer, comprendre et juste persévérer. Oui. Puis si je peux rebondir aussi sur Jessica, on a la chance, dans nos deux cas, ben même Marie, mais tu as des pièces et tout, mais on est des business de service. Fait que dans le service, là, tu as un bureau, toi, puis ça a l'air d'être un bureau petit participatif ou je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais de location par si Phil, c'est ton partner. Oui, je suis dans un bureau à frais partagés, tu sais, c'est pas les plus beaux. Puis au début, on était 3 dans un mini bureau, pas de fenêtre, tu sais. Voilà. Fait que la game est là. La game est quand tu te lances dans le service, si tu as la chance de partir ça ligne, puis de, hey, vas-y au minimum, puis lancement, tantôt, je disais, moi, j'ai eu un prêt de 35 000. C'était littéralement que pour pouvoir signer les plus gros deals parce que nous autres, on avait des factures payées 30 net.
Et là, on facture en début de mois. Là, on est obligé de fronter 2 payes avant d'être payé. Fait que c'est ça la difficulté. Nous, c'était pas une question d'actifs, mais quand tu es capable. Oui, c'est ça. Puis oui, c'est vrai, mais le nerf de la guerre, tu es d'accord avec moi que tu ramasses un client avec qui la seule affaire que tu vas négocier, tu vas dire hey, regarde, je suis prêt à te le faire au cost, mais paye-moi d'avance, à la limite. Paye-moi. Ouais. C'est ça. Moi, ça a été mon nerf de la guerre. Puis ce qui m'a aidé avec les maintenant, c'est que ma croissance, en 2 ans, qu'on a passé d'une business qui facturait 9 000 au départ avec Chocolat Favori par mois on finit notre mois-là à 80 000 de facturation mensuelle et de manière récurrente, là, dans le sens que ça n'arrête jamais. La seule affaire qui fait que je réussis, c'est de l'autofinancement parce que justement, on est le plus ligne possible et la game de cash flow. La game de cash flow est là, c'est que quand je négocie avec un client, je suis prêt à me diminuer mes marges, mais il faut que je sois payé. Si je ne suis pas payé, impossible après ça de grandir. Tu sais. Côté l'importance d'avoir toujours tout, là, c'est mon côté comptable qui embarque, toujours un cash flow à jour à chaque mois. C'est tellement la clé parce qu'en effet, le nerf de la guerre, surtout dans les 5 premières années d'une business, je dirais, et même plus, mais surtout les 5 premières années, c'est vraiment le cash flow qui nous lie. Tu as totalement raison. Absolument. Ouais, absolument. Il m'est arrivé de donner des pièces quasiment là, gratuites à des clients, mais j'avais besoin de l'argent, puis il m'a fait que j'aime mieux être sûr de la vendre que de la garder sur mes tablettes, puis qu'en réalité, là, elle me coûte cher. Je l'ai fait d'un autre côté un peu, tu sais, moi, je vends du monde. Je vends des services, je vends la compétence des gens avec qui je travaille. Fait que, tu sais, si j'embauche quelqu'un que je n'ai pas d'heure à y donner, je vais perdre ma ressource, tu sais. Fait qu'il y a des mandats que j'ai acceptés qui ne sont pas payants pour moi, mais au moins, je peux travailler une personne, puis elle reste avec moi, puis le mandat d'après, tu sais, j'avais le manpower pour le prendre, tu sais. Fait qu'il y a toujours une façon de faire en sorte qu'on est capable d'atteindre, de faire ce qu'on veut faire. Il faut juste arrêter de penser qu'il y a une seule façon de le faire. Ça marche. Ça peut marcher. Totalement. Phil, t'allais-tu bandir là-dessus? Je disais que j'approuvais absolument autour du cash flow. C'est le gros challenge en ce moment chez Jack et Phil, justement, parce que nous, l'inventaire, c'est lourd. On a des commandes, on a des backorders de plus en plus en ce moment. Juste pour dire, j'ai un de mes fournisseurs là, qu'on parle habituellement, eux autres, 10-15 000 de backorders en termes monétaires de stock qu'ils ont habituellement. Là, la dernière fois que j'ai jasé avec, il a été rendu à presque 150 000 d'items backorders. L'approvisionnement est tout un challenge, surtout en ce moment. Donc, le fait d'avoir toujours un cash flow, tu sais, des fois, des clients envoient des commandes qu'ils peuvent prendre chez nous. Des fois, une semaine, des fois, 2, 3. Écoute, un achat personnel que j'ai fait pour un amplificateur bien rare, ça m'a pris 7 mois à le recevoir. Ben, tu sais, quand tu l'envoies en commande, de justement avoir un cash flow de la part de ton client, ça t'aide parce que ça peut être plusieurs milliers de dollars qui vont être dépensés à des endroits qui vont dormir, puis qui, finalement, ça fait tout un challenge à gérer parce que là, tu vois ton compte qui se rapetisse, tu as moins de pouvoir d'achat, ainsi de suite. Mais c'est parce que ton argent dort où? Chez tes fournisseurs que tu attends tes produits, chez tes clients qu'il faudrait qu'ils te payent. Fait que c'est une game à jouer puis qui est extrêmement importante, là, les coûts de trésorerie, surveiller ça de près. Est-ce que, juste, je vais valider avec Marc avant qu'on se comprenne mal, parce qu'il y a quand même encore 32 personnes, il y a des questions. Je veux dire, y a-t-il une obligation à ce qu'on quitte absolument? Elisabeth, tu peux peut-être me répondre vu que juste savoir où on peut continuer encore. C'est limite, moi, j'ai du temps. C'est pour ça que je vous répondrai, puis on peut continuer à chiller. Bien, comme Jasmine me disait, en fait, ça dépend vraiment encore du taux de participants. En 32? Oui, là, 32, c'est encore quand même bon. Fait que si vous voulez, on peut enchaîner sur une question. Je vais regarder. En fait, je vais intervenir. Là. Bonjour, ceux qui ne me voient pas. Jasmine, ACE du Québec à la régie. Je peux vous extensionner. On peut continuer, disons, jusqu'à 13h30, mais après, il va vraiment falloir mettre fin au logiciel pour laisser les autres qui ont besoin de s'en servir disponibles. Cool. Tu sais, t'allais dire, Jessica, t'allais m'insulter. Tu sais que moi, de toute façon, je vais... Pardon? T'allais m'insulter, toi, Sébastien. C'est clairement pas mon projet. Je vais juste dire que moi, je vais quitter les 25. Je reste, mais à les 25, je vais quitter. Fait que considérez-vous saluer et remercier beaucoup de l'opportunité. Mais j'ai un autre affaire pour un autre cours d'université avec un autre patron. Fait que, Elisabeth, si t'es dans, je répondrais... moi, je voudrais répondre au plan d'affaires. Je trouve que c'est quelque chose à Patrick Allard, là, qui m'importe quand même. Parce que c'est une question qui revient. Je sais que Marie, t'en as comme glissé un mot tantôt par rapport au financement. Moi, personnellement, j'avais vu la conférence de Dominic Brown, puis il y a sûrement du monde qui l'ont vu aussi à l'UQAC dans le temps avec le CA UQAC. Puis Dominic Brown, la chose qui m'avait le plus frappé, c'était justement qu'il disait « Guys, le plan d'affaires,
c'est pas là-dessus que ton focus doit être. Ton focus ne doit pas pantoute être sur ton plan d'affaires. Le plan d'affaires, il est fait pour, oui, représenter la réalité de ton entreprise ou ta vie ou ton idée, mais c'est l'action. C'est l'action puis c'est la créativité qui va faire la différence. Ton plan d'affaires, moi, perso, ton plan d'affaires, il te permet de remettre en question ce que tu es en train de bâtir, puis il te permet de te revalider, parce qu'une des questions à M. Allard, c'était est-ce que tu le remets à jour? Bien, la réponse, c'est oui, parce que quand tu refais des nouvelles demandes de financement ou que tu vas à une nouvelle étape, alors ça fait du bien de le refaire le plan d'affaires parce que ça te remet en question. Par contre, est-ce que tu dois passer 20-25 heures là-dessus? Est-ce que tu dois le refaire à toutes les années? Vraiment pas. Vas-y moi, personnellement, vas-y aux besoins, vas-y en fonction de ta réalité. Il y a peut-être d'autres qui vont dire le plan d'affaires, moi, ça a été le nerf de la guerre. Mais moi, ce que je pense, c'est que si tu as une vision à peu près claire d'où tu vas, tu réussis à la transmettre aux gens de ton entourage, tu réussis à la transmettre aussi à tes clients, ça va être ça le plus important. Parce que le but, c'est fais des ventes, commence à amener de l'argent dans la machine, puis après ça, ton plan d'affaires, là, ben OK, il sera bien beau, puis on le tapera comme il faut dans Word, puis tu le shooteras pour avoir tes financements, tes subventions. Mais si tu fais qu'un plan d'affaires, puis ta business, c'est un plan d'affaires, c'est pas un business. C'est une belle histoire. Fait que, envoie dans l'action, là. Puis je sais que ça me fait grincer les oreilles. Moi, ça m'avait oh, nice. Puis je me souviens qu'à la conférence de Dominique Brown, les profs en arrière Marc, je sais pas, je pensais que tu étais là, mais les profs de comptabilité gestion en arrière étaient comme les autres, on leur dit de faire un plan d'affaires. Hey, oui, c'est correct, c'est une bonne idée. Il ne faut pas le faire. Mais je dis juste que ta business, c'est une business. C'est pas un plan d'affaires. Fait que, comme, let's go, là. Rentre là-dedans. D'accord, je vois ça comme le fait. Moi, l'idée du plan d'affaires. OK, Jess, vas-y, vu que tu as moins de temps, Phil, mon Dieu, je suis... Pas trop. Non. Ce que j'allais dire, c'est que l'idée du plan d'affaires me fait vraiment beaucoup rire. Tu sais, je vous disais tantôt, les bibites entrepreneuriales, c'est des gens que j'adore. Moi, je ne connais aucun entrepreneur qui peut chasser puis faire un plan d'affaires. Parce que, tu sais, je veux dire, ça ne fait pas partie de nous autres de s'asseoir devant quelque chose puis de travailler. Ça demande énormément de temps, là, puis d'énergie, puis de réflexion, puis de remise en question. Fait que moi, personnellement, j'ai vraiment pas le focus nécessaire. J'en ai pas fait. J'en ai toujours pas. Ce que j'ai, par exemple, c'est une planification stratégique que j'ai fait à partir il y a tellement des beaux outils de planif actuellement qui existent, là, qui sont pas chers, là, le Canva, le Business Model Canva, là, c'est super simple, là, c'est une belle réflexion. Fait que je vous dis, c'est pas besoin d'être un plan d'affaires, selon moi, personnellement, dans ma humble opinion, mais trouvez-vous un outil, par exemple, pour structurer votre pensée. Ça, c'est important. Très bon point. Très bon point. Mais, tu sais, clairement, moi, 25 pages de texte sur ma mission, mes valeurs, mes prévisions. Mais je pense que c'est un petit peu ça, tu sais, c'est parce que à l'école, ils vont nous apprendre à faire un plan d'affaires, puis tu sais, justement, à l'école, ça va toujours être plus gros et plus intense que ce que c'est en réalité, peu importe dans quoi, puis c'est correct, c'est dans le but de nous apprendre puis de nous permettre de comprendre, tu sais, c'est un cadre exactement. Mais en réalité, c'est toutes des choses qui, oui, sont importantes, mais qui vont être faites on ne fera pas un plan d'affaires écrit justement, comme Sébastien dit, noir sur blanc, avec un beau petit document filtré avec une page rose qui sent bon. Tu sais, dans la réalité, oui, tu vas te donner une mission, oui, tu vas déterminer ta vision et tes valeurs, mais tu ne les écriras pas nécessairement en beau petit texte. Puis oui, tu vas te faire ton budget, ton cash flow, mais tu ne le feras pas nécessairement dans le même fichier. Tu sais, dans le fond, le plan d'affaires, c'est toutes des choses tous des points qu'on va toucher, c'est juste qu'on n'en fera pas un document officiel en noir et blanc lettré. Là. Je pense que c'est juste ça, parce que oui, le plan d'affaires est important, mais en effet, il faut adapter. Puis, c'est ça, on va utiliser chacune des parties ont des importances, d'autres qui sont un petit peu moins importantes. Comme Sébastien dit, il ne faut pas focusser là-dessus puis virer débile, mais c'est important au début, oui, de le faire puis de savoir où on s'enligne avec ça. Je vois ça comme dans n'importe quoi dans la vie, le plan d'affaires, c'est comme l'utilisation du gros bon sens. C'est ton fil conducteur. Ça détermine généralement tes actions, comment tu vas les orienter, qu'est-ce que tu vas faire. Puis souvent, si tu essaies trop de focusser sur le plan d'affaires, puis vraiment de dire je vais suivre ça à la lettre, c'est pas ce qui arrive au final. Puis on l'a constaté super récemment chez Jack et Phil. On s'est inscrit, c'est une bourse du gouvernement du Québec, il faudrait que ça me revienne. C'est un 25 000 carrément qui accorde. C'est le ministère de l'Innovation qui donne ça. Et on s'est inscrit, il a fallu revoir notre plan d'affaires, entre autres, et on se relisait. Et on était là, OK, on revoit nos idées, mais ce n'est pas ce qui s'est passé réellement. On a suivi le même fil conducteur, on s'est enligné, puis il fit toujours, mais ce qui était écrit dans ce document-là, qui était la création du magasin versus notre réalité actuelle,
c'était plus la même histoire. Fait qu'il a fallu l'adapter, il a fallu pour pouvoir leur envoyer carrément. Fait que vraiment l'utiliser comme un outil, une certaine référence, quelque chose de pratique, mais c'est pas un ad vitam aeternam ou quelque chose qui est béton puis qu'on n'a pas le droit de déroger. Là. C'est juste un outil comme n'importe quel autre. Ouais, c'est juste de s'assurer de focus son énergie sur la bonne affaire puis de ne pas mettre l'énergie que tu pourrais mettre à développer, à planifier. Hey, je veux juste, moi, avant de finir, je vais prendre les 6 minutes qui restent pour répondre à Rémi Bonamigo. Je ne sais pas si alors là, parce que je trouve ça intéressant quand même, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me pose la question. Au début, quand j'ai introduit SD Maintenant, je disais qu'on est partout au Québec, qu'on n'a pas beaucoup de gestionnaires, qu'on n'a pas un œil sur tout le monde. À Sherbrooke, je n'ai pas un boss qui s'occupe de la qualité puis qui s'assure que l'employé rentre dans la nuit. Fait que pour répondre à la question à Rémi, je vais y aller assez général, là, mais dans la culture qu'on est en train d'implanter, il est là, Rémi, nice. On implante une culture de confiance et non une culture de contrôle. Et ça, c'est le principe premier d'un principe d'autogouvernance ou d'une entreprise libérée, c'est qu'au lieu de contrôler et d'avoir peur, on fait le contraire. On donne confiance. On a confiance à 100%. On est même un peu débile mental, on fait trop confiance. Mais c'est pas vrai qu'on fait trop confiance. En théorie, ça pourrait avoir l'air de tout ça, mais c'est que tous nos processus d'affaires sont influencés par la confiance. Ça veut dire que notre processus de recrutement est uniquement aligné sur es-tu autonome, es-tu responsable, puis est-ce qu'on peut avoir confiance en toi, puis est-ce que tu as un savoir-être qui se colle à nous. Le savoir, on s'entend, du ménage, c'est du ménage. Vous êtes tous là, il en reste toute une vingtaine, vous êtes tous capables de passer une mop puis nettoyer une salle de bain si on vous le montre. L'idée, c'est que pour que tu fasses partie de notre entreprise, qu'on puisse te donner cette flexibilité-là, cette responsabilité-là, qu'on puisse t'engager à Sherbrooke, à Gatineau, n'importe où dans le monde, sans te gérer ou sans avoir un directeur, c'est que le recrutement doit faire partie de ça, doit être l'honneur de la guerre. Et nous, cette culture-là, elle se ressent dans chacune des aspects de la business, chacun des processus. Et surtout, c'est une cohérence. Surtout la cohérence. Puis là où je vais parler de cohérence, là, c'est pourquoi c'est important, c'est que quand tu vas recruter ton employé, que tu vas dire, tu vas être responsable, tu vas être autonome, on va être transparent avec toi, tu vas gérer l'employé, le contrat, il est sur tes épaules. Mais il faut que je sois cohérent sur pourquoi je te paye 22$ de l'heure. Ben moi, on est tellement transparent, je dis, regarde, moi, je charge 35, je fais tant de marge de profit. Toi, tu as cette partie-là, es-tu d'accord avec ça? Ça fait-tu du sens pour toi? Puis il dit, ben oui, je trouve ça legit. Écoute, c'est mieux payé que partout. J'ai 3 heures pour le faire. Des fois, ça me prend 2 heures à faire le ménage, puis tu me payes quand même 3 heures. Je suis vraiment content. Le client, l'employé, il est content. Il est tant mieux. Let's go. Moi, je m'en fous de faire moins de marge de profit si je peux avoir la paix. Fait confiance, cohérence, puis s'assurer que ça transparaît dans chacun des aspects de la business. Moi, là, tout le monde est au courant de mon salaire. Si tu me demandes mon salaire dans ma business, je vais te le dire. C'est pas compliqué, c'est un pourcentage de la facturation que je fais. Donc, cette transparence-là, cette confiance-là fait que tu n'as pas besoin de contrôler, tu n'as pas besoin de gérer le monde. Tu as juste besoin de les amener avec toi. Puis uniquement, techniquement, excuse-moi, je vais venir avec ça, c'est qu'on n'est pas des boss, on est juste meilleur à faire d'autres choses. Fait que moi, je suis juste meilleur à penser une business, puis à la développer, puis à avoir une vision, puis à avoir une créativité, puis à gérer plein d'affaires en même temps. Ça, c'est ma force. Mais je suis crissement moins important que mes préposés sur le terrain. Parce que si je n'ai pas de préposés sur le terrain, j'en ai pas de compagnie. Fait que je ne sais pas si ça répond à ta question, Rémi, mais c'est vraiment ça. C'est très utopique, c'est très spirituel, mais il faut que ça se transparaisse dans le processus d'affaires. Puis si ça transparaît, ça fonctionne. Voilà. Et puis à ça, il y a juste une chose que je voudrais rajouter, que moi, j'ai toujours cru que c'était vraiment important, puis honnêtement, au cours des 5 dernières années, ça a fait toute la différence dans ma compagnie. Tu sais, moi, je considère que le respect, il n'est pas automatiquement donné parce que tu es le boss, pas parce que toi, tu es en haut de l'échelle, puis que tu arrives dans la place, que automatiquement, tes employés te doivent le respect. Oui, ils te le doivent, mais je veux dire, le respect n'est pas automatiquement gagné. Je pense que tu dois commencer toi-même à démontrer du respect à tes employés, puis c'est comme ça que tu vas gagner le leur. Puis c'est comme ça que, comme Sébastien le dit, tu vas être capable d'établir une relation de confiance, puis que ça va fonctionner pour le reste. Parce que si tu arrives à tous les jours, puis toi, tu arrives à 9 h alors que les autres arrivent à 8 h, puis parce que ça ne te tentait pas trop de te lever un matin, puis tu leur demandes de faire ci puis ça, puis tu sais, je pense que c'est vraiment important de respecter tes employés, de respecter les gens avec qui tu fais affaire, parce que comme Sébastien l'a dit, sans eux, ta business n'est rien. Peut-être, dans votre cas, je ne sais pas si c'est toi, exemple, qui fais aussi tes ventes à tous les jours, mais je suis certaine que tu as sûrement aussi, ou si ce n'est pas encore le cas, ça va venir, des employés qui font des heures que vous autres, vous ne pouvez pas nécessairement être là. Si tu n'es pas respectueux envers eux, ben
de nos jours, trouver une job, ça se fait comme ça. Hein. Fait qu'ils vont juste sacrer leur camp ailleurs, puis c'est tout. Fait que c'est vraiment quelque chose d'important que je pense que malheureusement, en tout cas, le peu d'expérience que j'ai vu d'autres entrepreneurs plus jeunes, des fois, ils faisaient qu'ils échouaient à cause de ça. Petit manque de respect envers leurs employés, comme si, vu que c'était eux les boss, ça leur était dû. C'est parce qu'on peut se trouver hot vite. Quand tu te trouves hot vite, puis que là, tu penses que tu es meilleur que l'autre parce que toi, tu as réussi à monter ton entreprise, ça va sauter à quelque part. Fait que, voilà. Je pense qu'Élie, tu as de la pression. C'est ça. En fait, là, merci vraiment pour vos réponses. J'ai même pas eu à improviser les questions que vous faisiez vous-même. C'était vraiment super intéressant pour vrai. Même moi, vous m'en avez appris vraiment beaucoup. Puis je suis sûre que ça a été comme ça pour tous les participants qui ont regardé le webinaire. On est encore à 25, on a extensionné d'une demi-heure. Fait que je trouve ça vraiment nice. C'est cool. Fait que je veux vraiment vous remercier d'avoir participé. Votre présence était vraiment exceptionnelle. C'est un plaisir. Merci beaucoup d'avoir demandé, d'avoir invité. Puis j'ai une super grand gueule, j'ai encore plein d'affaires à dire. N'importe quand. Comment ça? Moi aussi, je pourrais encore un sacré bout de temps. Je vais préparer même des petits peu avec des points parce que je suis le genre de gars qui a oublié aux 30 secondes que. On peut partir, moi, c'est ça. On peut partir. J'avais même une anecdote à compter que j'aurais même pas compté sur moi aussi, le lancement, tu sais, le monde. Là, si tu avais une chose qu'il fallait que je dise et que j'ai finalement pas dit, puis qu'on a dit d'autres choses à la place. Fait que c'est ça qui puis il faut finir ça là. Hein? Il faut finir ça là parce que là, en ce moment, j'ai mon côté entrepreneurial qui a été avec vous ce midi. Mais là, moi, à 14h, j'ai un cours, fait que je retourne à ma vie d'étudiante. La conciliation, on va ramener ça là-dessus. Marc, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire avant qu'on termine. Merci Elisabeth, merci tout le monde, merci à tous ceux qui ont participé. C'était vraiment, 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 vraiment génial et apprécié. Fait que je viens d'enregistrer que vous êtes encore disponible si jamais on refait des choses. N'importe quand pour toi, n'importe quand. Puis en plus, c'est enregistré, fait que c'est sûr sur ça, les gars, je ne peux plus dire non. On est fait. Fait que merci à tout le monde. Merci à vous. Bye bye. Ciao.